Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors-Jeu Capital, 78e numéro et 78e numéro un peu particulier puisqu'on va revenir sur le sportif, évidemment la qualification du Paris Saint-Germain qui termine à la première place de son groupe en Ligue des Champions après sa belle victoire hier contre l'Istanbul Başakşehir 5-1. Mais en première partie de podcast, on reviendra sur les événements de mardi puisque c'est le sujet dont tout le monde parle depuis évidemment mardi soir. Ce sera un tournant dans l'histoire de notre football. Donc évidemment qu'on évoquera le sujet. Mais avant de commencer le podcast, je vais déjà vous présenter l'équipe qui va m'accompagner. Je sais que vous l'attendez ce podcast. On devait le faire évidemment mercredi après le match, mais malheureusement il a été reporté pour une juste cause. On le fait aujourd'hui et ça me fait plaisir d'être avec vous. Tout d'abord avec Mousse. Comment ça va Mousse? Salut tout le monde, ça va bien. Ça va bien, calé? qualification, oui, Oui. formidable. Dans des conditions un peu particulières, mais bon. Oui, mais la victoire est là. Yacine Abdel Exactement. avec nous. Ça va Yacine? Salut à tous, ouais, ça va, merci. On a des beaux sujets à évoquer aujourd'hui. Ouais, Des beaux intéressant. sujets, tout d'abord au début plutôt malheureux, puis ensuite voilà, qui ont fait pencher la balance du bon côté. Donc c'est plutôt un événement, on va dire, qui termine heureux pour le football. Nicolas Puravo qui est avec nous également. Ça va Nico? Salut, ça va, super. Ah oui, top. Vous êtes en forme l'équipe, et c'est parfait. Alors, avant de commencer, donc, je vous disais de revenir sur évidemment la victoire et sur le sportif, la victoire du Paris Saint-Germain 5-1 face à l'Istanbul Başakşehir. Revenons directement à mardi soir, donc à ce jour qui fera date, ce mardi 8 décembre 2020, qui est un tournant dans notre football, lorsque les deux équipes sont rentrées au vestiaire après une altercation entre le quatrième arbitre roumain Sebastian Colceșu et Achille Webo, l'entraîneur adjoint du banc d'Istanbul Başakşehir. On rappelle le contexte. L'arbitre roumain a tenu des propos racistes à l'encontre de Pierre Webo, en le désignant par sa couleur de peau, je rappelle le noir, auprès de l'arbitre principal, ce qui a évidemment provoqué la colère et la réaction de tout d'abord d'Achille Webo, puis de Dembaba dans un second temps qui est venu protester, évidemment, qui a demandé des comptes à l'arbitre roumain. Puis les joueurs parisiens ont suivi le mouvement et ont décidé d'être solidaires avec les joueurs de l'Istanbul Başakşehir et de ne pas reprendre le jeu pour manifester contre cet énième événement raciste dans le football. Mais c'est une première dans notre sport puisque les deux équipes ont quitté le terrain. Un geste symbolique qui a été salué par l'ensemble de la communauté football. Pour revenir sur cet événement, Mouche, je me tourne vers toi. Tout d'abord, avant de se projeter, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire, évidemment, il y a déjà eu beaucoup de débats. Il y a une enquête qui va être menée par l'UEFA, mais bon, on a tous vu les images, donc la situation est assez claire. Est-ce que toi, quand tu as vu ça devant ta télé, devant l'ensemble d'avoir le 22 acteurs et les staffs rentrés au vestiaire après cet acte raciste, est-ce que tu étais d'accord avec le fait de quitter la pelouse et de regagner le vestiaire pour protester justement contre cet acte raciste de la part du quatrième arbitre roumain? Pour être tout à fait honnête, au tout début, quand on était encore un peu circonspect par la situation, on ne comprenait pas très bien ce qui s'était passé. Donc moi, en tant qu'amateur de foot, supporter du PSG, j'aurais voulu que la partie continue, puisque le fait de jeu est arrivé très très tôt. Et puis une fois qu'on a eu les éléments et que c'est sorti un peu partout, une fois qu'on a eu le son, etc. Bon, moi je me suis dit oui, ils ont bien fait de quitter le terrain pour marquer le coup et marquer leur mécontentement. Je rappelle que c'est une situation inédite, parce que d'habitude les faits de racisme dans un match de foot, ça vient plutôt des tribunes. Bon, là, c'était à huis clos et ça venait du quatrième arbitre, d'un officiel. Donc oui, pour moi, ils ont tout à fait eu raison de quitter le terrain. Dans mon fort intérieur, j'avais l'espoir que ça reprenne quand même en évacuant le quatrième arbitre, en le remplaçant. Bon, ce n'était pas le cas. Et finalement, je me suis dit, vu la portée que ça a eu, et ça a été une portée mondiale, je me suis dit, oui, ils ont bien fait. Maintenant, comme l'a dit Mbappé juste après le match, les slogans, c'est bien, tout ça, c'est bien, mais les actes, c'est quand même mieux. Ce que j'attends maintenant, c'est que va faire la FIFA, l'UEFA, pour mettre un terme à tout ça. C'est ça, ça sera le sens de ma deuxième question après sur l'après, justement, comment faire de cet acte geste symbolique que ça ouvre la voie à une généralisation, justement, soit ça ne se reproduise plus, ou soit que l'ensemble des deux équipes maintenant n'ait plus peur de quitter le terrain et de braver un peu, parce que si on avait suivi l'arbitre principal de la rencontre, le match aurait continué et il ne voulait absolument pas faire arrêter le match. Nico, toi, comment tu as perçu ça depuis ton canapé chez toi, depuis justement mardi et les événements qui sont intervenus juste après jusqu'à aujourd'hui? Comment tu analyses tout ça? Déjà, j'ai pas tout de suite pris la mesure de ce qui se passait, pour être honnête. Voilà, j'ai été comme vous, spectateur de cette scène.
Et je trouve que c'est là où les joueurs ont été, vraiment, je les pense extraordinaires, c'est qu'ils ont assez rapidement, eux, pris la mesure de l'événement. Ils ont tout de suite compris la portée de ce qu'ils pouvaient faire, de ce que ça pouvait engendrer ensuite par la suite. Et de ce point de vue-là, déjà, moi, je suis assez admiratif de ça. Après, ben, je ne vais pas être très original, je vais être comme vous, hein. Quand j'en ai commencé à comprendre ce qui se passait, j'ai été choqué par les propos de cet arbitre. Autant d'ailleurs choqué aujourd'hui par les débats que je peux avoir avec certains qui m'expliquent que c'est normal de parler d'un homme noir comme ça. Donc on m'explique que l'adjectif noir n'est pas interdit et que pour eux, il y a vraiment pas de problème. Donc juste, voilà, j'en profite pour le rappeler. C'est pas le problème qu'il ait dit il y a un homme noir là-bas. Non, c'est qu'il a appelé Weibo le noir. Voilà, juste ça. Ça fait quand même une sacrée différence dans le langage. On a une langue française qui est assez riche pour qu'on voit quand même la subtilité. Et donc c'est des propos très graves. Après, comme Mousse, ouais, j'aurais bien voulu que le match se joue. C'est sûr que j'ai été un peu frustré du côté sportif, mais avec le recul, c'est très très bien de ne pas être revenu sur le terrain. Je pense qu'ils ont eu raison parce que ça a une portée encore plus forte de ne pas revenir sur le terrain et de montrer qu'on peut empêcher un match de football quand il y a des propos comme ça. Et de ce point de vue-là, à l'arrivée, je trouve que ça a été une très bonne décision. Ouais, Yacine, sentiment partagé, le bon choix, le bon sentiment, le fait que les joueurs aient compris chose et qu'il fallait faire un geste fort pour condamner cet acte raciste et donc quitter la pelouse. Et ça a une portée mondiale, hein, parce que ça dépasse évidemment les frontières du football, ça touche évidemment la société et la politique, de faire ce geste justement symbolique et qui fera date. Oui, parce que déjà, la première chose, c'est qu'il y avait plein d'autres termes à utiliser pour désigner Weibo, à savoir l'entraîneur adjoint, à savoir faire les 5 mètres jusqu'au banc et le désigner directement en lui demandant de sortir. Et voilà, il n'y avait pas besoin de le nommer comme ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que les joueurs, fallait le faire. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs années aujourd'hui qu'on répète. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de dire aux anciens qui parlent et qui disent aujourd'hui, ouais, c'est bien de l'avoir fait. Eux, ils ne l'avaient pas fait. Et justement, aujourd'hui, il y a une équipe qui l'a fait. Enfin, 2 équipes même. Des joueurs qui ont pris leurs responsabilités, qui sont sortis. Alors après, comme Nico, moi, je vois un peu tous les débats. Oui, on peut tout minimiser. Alors, on peut minimiser le terme utilisé par l'arbitre. On peut minimiser la réaction des joueurs en disant ah, c'est un match qui compte pas, les Turcs ils étaient éliminés. On peut minimiser l'impact que ça aura. On peut minimiser le fait que le PSG était solidaire. Ah ouais, c'est facile d'être solidaire, voilà. Sauf qu'en fait, je pense que c'est très bien ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait proprement. Ils l'ont fait ensemble. Je pense qu'il fallait pas reprendre le match. Parce qu'en fait, sinon la portée elle aurait été finalement négative. Parce qu'en gros, on aurait dit ah, dès que vous avez la pression de l'UEFA, bah, vous revenez quand même sur le terrain. Donc c'est très bien de l'avoir fait. Après, ce qui me dérange en fait, je ne sais pas si c'est l'incompréhension ou le fait de faire semblant de ne pas comprendre. Mais le problème de tout ça, c'est qu'en fait, on a érigé un symbole. C'est Dembaba, parce que c'est lui qui a pris la parole, c'est lui qui est venu un peu s'expliquer longtemps avec l'arbitre. Et aujourd'hui, on voit des choses sortir sur lui. Et moi, ça me pose problème parce que finalement, j'ai envie de dire qu'on essaye toujours de minimiser tout ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'en sortira jamais. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, ah, Dembaba, mais il a déjà fait des tweets un peu bizarres, donc il n'a pas une crédibilité. Et l'autre, il avait déjà dit ça avant. Et l'autre, il a. Mais non, en fait, à un moment donné, il faut quand même tourner la page et passer à autre chose. Donc, il y a eu ça, il fallait prendre cette décision, c'est très bien, ils l'ont fait tous ensemble. Maintenant, pour aller un tout petit peu plus loin, effectivement, il y a déjà l'UEFA qui a mis du temps, je trouve, à réagir et qui a surtout donné une horaire de match qui allait reprendre. Et pour moi, c'était déjà très précipité. C'était en gros, le match va reprendre à 22h, vous n'avez pas le choix. Peu importe ce qui s'est passé, on réglera ça après. On va cacher ce 4e arbitre dans le camion VAR. C'est une décision lunaire et je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'a pas du tout été accepté par les joueurs de Başakşehir et du Paris Saint-Germain. Ils voulaient tout simplement l'écarter du match. Et c'est pour ça que ce qu'a dit Mbappé, c'est important, parce que effectivement, les slogans, c'est une auto-racisme et compagnie, c'est super, mais à un moment donné, il faut prendre tes responsabilités. Et l'UEFA, si elle avait été cohérente avec tout ça, elle aurait dû dire à ce moment-là, OK, le match, il est terminé pour aujourd'hui, on va prendre une décision tranquillement dans la soirée, rentrer chez vous, et on arrête le cinéma. Que d'annoncer, on va reprendre le match à 22h, ça voulait dire, nous, on est obligé de faire reprendre le match, on a un calendrier, on a des droits télé, il va falloir reprendre, on réglera le problème après, on va cacher l'arbitre dans le camion VAR. Mais pas du tout. Donc, c'est ce qui me fait dire que j'ai des doutes sur ce qui se passera après.
Voilà. J'espère que c'est pas juste un coup d'épée dans l'eau, quoi. D'accord. Nico. Ouais, je vais redire un peu ce que j'ai dit. C'est pas forcément simple. Et alors, l'UEFA, ils ont dû gérer ça à distance en plus, parce que tu as un délégué qui doit référer ça au patron des compétitions qui, lui, n'était pas là. Et encore une fois, alors, je sais pas pour défendre l'UEFA que je critique régulièrement, mais c'est pas toujours simple quand tu vis ce genre de choses de te rendre compte de la portée de ce qui est en train de se passer. Voilà, il y a même, je pense, un côté historique sur cette soirée, parce que c'est la première fois que ça arrive. Mais c'est là où moi je suis admiratif des joueurs, c'est qu'eux, ils ont très très vite cerné cet aspect-là. Peut-être aussi que l'UEFA n'a pas complètement eu cette bonne réaction parce qu'ils n'ont pas mesuré l'ampleur de ce qui se passait devant eux. Et c'est vrai qu'à l'arrivée, ça a donné cette impression de vouloir réimposer aux joueurs de rejouer tout de suite, d'essayer de bricoler avec l'arbitre. C'est vrai que ça donne une mauvaise image. Peut-être que malgré tout, pour les défendre un tout petit peu, peut-être qu'ils justement, ils n'ont pas eu ce recul qui est dur à prendre. Hein. C'est dur de prendre du recul quand tu es en plein dedans comme ça. Il y a peut-être ça aussi, quoi. Mousse, je ne sais pas si tu te souviens, j'imagine que vous vous souvenez du documentaire produit par Olivier Dacour, Je ne suis pas un singe, où il avait questionné plusieurs acteurs du football pour justement éliminer ces actes racistes des terrains de football. Et il avait interrogé Samuel Eto'o, et Samuel Eto'o avait dit que les joueurs devaient quitter, les joueurs de couleur devaient quitter le stade au moment où ils entendaient un cri raciste de la part des supporters ou alors d'un adversaire, etc. Et que là, ça commencerait à avoir une portée. D'ailleurs, il y avait une phrase moi, qui résonne encore, c'est « touche à la poche des gens et tu verras qu'ils trouveront des solutions », en parlant un peu à l'UEFA. Et c'est ce qui, je pense, va peut-être permettre aussi à l'UEFA, aux instances, peut-être d'évoluer. Alors, malheureusement, il faut que ça se passe par les joueurs pour prendre conscience, mais est-ce que tu penses que ça va aller dans cette voie, Mousse, et que ça va devenir une généralisation et que les autres équipes n'auront pas peur de faire ce geste maintenant de quitter le terrain au prochain acte raciste? Bah, écoute, je sais pas. Juste, je voulais revenir parce que je suis assez d'accord avec Nico sur la décision de l'UEFA ou sur le timing que jugeait Yacine un peu long. Moi, je suis plutôt d'accord avec Nico, c'est-à-dire que déjà, c'est géré à distance. C'était un quatuor d'arbitres roumains. Il fallait d'abord prendre, je pense, déjà les réactions de tous les arbitres, voir ce qui s'est dit, ce qui s'est pas dit. Puis, je pense qu'au tout début, ils ont mis l'horaire de 22 heures. Je pense pas que c'était imposé. Ça, c'est ce que nous ont expliqué les médias. Mais je pense qu'ils ont voulu juste mettre un horaire pour discuter, voir si c'était possible. Et puis, quand ils ont vu qu'ils étaient vraiment déterminés, que ce soit l'équipe turque ou même celle du Paris Saint-Germain, bah, moi, je trouve que c'est cool parce qu'ils auraient pu aussi faire perdre Istanbul sur tapis vert. Il y a plein de choses qui auraient pu arriver. Ils ont pris le temps de la réflexion, ils ont laissé passer 24 heures. Le soir même, ils ont annoncé que le match allait être rejoué. Moi, je trouve ça plutôt bien. Pour la suite, comme sur la question que tu me poses, Hugo, moi, la question que je me pose, c'est comment vont faire. Parce que quand le public va revenir, on risque de réentendre des cris de singe qui viennent des tribunes, etc. Sur tous les stades d'Europe. D'accord? Maintenant, quand c'est vos propres supporters qui s'adonnent à ça, comment va réagir l'équipe qui reçoit, dont les supporters font des cris racistes, des cris de singe? Parce qu'il va falloir se désolidariser de ses propres supporters. Et c'est là que moi j'attends la réaction de certains joueurs, enfin des équipes qui seront concernées, pardon. Parce que c'est difficile de déjuger ses propres supporters, c'est très très difficile. On a vu dans des matchs parfois des joueurs, des capitaines, lorsqu'il y avait ce genre de scène, aller vers les supporters en demandant d'arrêter ce genre de choses. Mais ça ne marche pas forcément. Et moi, encore une fois, ce que j'attends de voir, c'est comment l'équipe qui reçoit et qui aura des supporters, allez, on va employer le mot, des supporters racistes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, comment l'équipe qui va recevoir va réagir. Si l'équipe adverse, parce que ça, on l'a déjà vu, hein. Des joueurs qui voulaient sortir, l'équipe adverse qui retenait les joueurs, qui disait mais non, reste. C'est là aussi que. Et aussi, et j'en finis là, Hugo, et les consignes de l'UEFA, lorsqu'ils vont finir par communiquer là-dessus, est-ce qu'ils vont donner comme consigne aux arbitres d'arrêter le match immédiatement lorsqu'il y a un joueur qui se plaint de ça, retour des équipes au vestiaire, et pourquoi pas donner match perdu à l'équipe qui reçoit. Donc il va falloir étudier tout ça. Oui, c'est ça. Il y a une enquête évidemment qui va être faite sur les circonstances de cet événement mardi. Il y aura des conclusions tirées après. Mais Yacine, c'est vrai que Moussa en parlait, ça me rappelle l'épisode de Moussa Mareka. Rappelez-vous, cette année, c'était le 16 février, lors d'un FC Porto Vitória Guimarães, il entend Moussa Mareka des supporters adverses faire les cris de singe. Il veut quitter la pelouse et c'est ses propres joueurs, enfin ses propres coéquipiers de son équipe qui le retiennent par le maillot
pour ne pas qu'il rentre au vestiaire. Donc c'est intéressant, la question de Mousse, c'est savoir comment ça va se passer quand tu auras le retour des vestiaires, ou même si c'est un membre du staff adverse qui fait ce genre voilà, qui dit ces paroles blessantes et racistes. Alors, la première chose, juste je reviens sur la phrase de Samuel Eto'o que tu avais dit, quand tu as dit les joueurs de couleur doivent quitter le terrain. Justement, moi je pense que c'est là où Samuel Eto'o se trompe, c'est que tout le monde doit quitter le terrain. Et c'est justement parce qu'on différencie déjà ça que ça peut être un problème. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais des cris de singe qu'il n'y a que les noirs qui vont quitter le terrain. Au contraire, c'est tout le monde qui doit quitter le terrain. Non, mais c'est important parce que Samuel Eto'o, quand il dit ça, pour moi, il se trompe. Le combat, il n'est pas mené par les noirs, il est mené par tout le monde. C'est la première chose. La deuxième chose, l'histoire des cris de singe, moi je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener tranquillement, en dehors de l'émotion, parce qu'en fait, il va être très facile aujourd'hui, si l'UEFA veut montrer qu'elle prend des vraies décisions et qu'elle est dans l'extrême, parce que c'est toujours le problème de l'émotion, c'est d'être dans l'extrême. Et de dire, OK, quand il y a des cris de singe, on arrête le match, on donne mode perdu à l'équipe qui reçoit. OK. Maintenant, des cris de singe, il suffit qu'il y ait un groupe de 10, 15 personnes, ça s'entend. Ces 15 personnes, est-ce qu'ils sont réellement supporters du club qui va les faire? Est-ce que tu peux foutre en l'air un match juste en faisant ça parce que tu as envie de déranger tes dirigeants à un moment donné? Est-ce que tu as envie... En fait, il n'y a plus de limite. Donc le problème, il n'y a pas de réelle solution. En fait, si, il y a une seule solution. C'est l'éducation des gens. On ne peut pas faire l'éducation de 7 milliards de personnes. Donc voilà. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas de réelle solution. Tu ne peux pas donner un match perdu à une équipe qui reçoit parce, sous prétexte qu'il y a un peu de Yacine, ouais. Je te coupe 2 secondes. On peut aussi, tu parlais d'une quinzaine d'individus. Tu sais, maintenant, les stades sont munis de caméras. Tu peux les isoler et tu peux les bannir à vie. Ça, oui. Ça, tu peux le faire, mais ça prendra du temps. C'est ce que je veux le faire aussi. Voilà. C'est pour ça que le moment du match, c'est compliqué de dire on arrête le match parce qu'il y a des cris de singe. Parce que si tu as une quinzaine de mecs qui ont envie de venir faire chier tout le monde et faire des cris de singe, ils vont arrêter le match et puis qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà. Effectivement, je pense que pour aller dans le sens de Mousse par rapport aux caméras et au visionnage, oui, je pense que le huis clos qui est quand même horrible, voilà, faire sortir tout le monde et finir le match sans spectateurs, suspendre les spectateurs, parce qu'à un moment donné, les autres qui vont être lésés par ça, ils vont être obligés de se révolter, entre guillemets. Le mec qui va faire un cri de singe à côté de toi, bah, tu vas lui dire de se taire ou tu vas appeler le steward qui va le sortir du stade. Bref, il y a des... Voilà. Mais il n'y a pas de réelle solution. Comme pour tout. Aujourd'hui, dans la vie, il y a des lois, mais malgré tout, tu peux un peu passer entre les lignes en n'exprimant pas réellement ton idée, en faisant une allusion. Tu as dit quelque chose de raciste, mais pas vraiment qui peut être condamnable parce que voilà, il y a plein de choses où c'est pour ça que c'est très compliqué et c'est pour ça que je pense que ça passe réellement par l'éducation, par l'intelligence et pas seulement par des règles que l'UEFA va édicter. Nico, tu es de cet avis aussi ou tu penses qu'il y a quelque chose à mettre en place directement après ça? Je suis pas d'accord avec Yacine qui parle d'éducation parce que malheureusement, Yass, tu pourras pas les éduquer, ces gens-là. Une éducation, ça induit un minimum d'intelligence et ce sont des gens qui n'en ont pas. Donc déjà, tu ne pourras pas les changer. Par contre, effectivement, là, je suis d'accord avec vous, il y a aujourd'hui des moyens d'identifier les individus très facilement. Donc il faut le faire. Et puis surtout, il faut taper très fort. Là, j'entends parler d'une suspension de 10 matchs pour l'arbitre. S'il a tenu des propos qu'on juge racistes, ce n'est pas une suspension de 10 matchs. C'est un monsieur qu'on ne doit plus jamais revoir sur un terrain de football. Un supporter qui se fait prendre et identifier clairement en poussant des cris de singe, ce n'est pas des suspensions de 2 ans, de 5 ans comme on prononce de temps en temps. Non, ce sont des gens qu'on doit radier des stades. Et effectivement, la solution, pour moi, elle est là. C'est qu'il y a des problèmes de racisme lors d'un match. Le match est interrompu, même arrêté pour la journée. Le stade est vidé, tout le monde rentre à la maison. Et puis on rejoue le match le lendemain à huis clos. Et effectivement, comme le dit très bien Yash, je pense que les voisins des personnes qui poussent des cris de singe comme ça, il y a un moment, ils vont dire, bon, bah, vous êtes sympas les mecs, mais nous, ça fait déjà 3 matchs qu'on rate avec vos conneries, donc maintenant, terminé. Donc pour moi, c'est les mesures fortes. Après, je vais reparler du coup de ce qui s'est passé hier avec ce coup d'envoi. C'est un symbole magnifique. Les genoux, les joueurs qui rentrent tous ensemble, le genou à terre, c'est un magnifique symbole qui va faire le tour de la planète. Mais ça ne peut pas être suffisant. Le plus gros symbole de la lutte contre le racisme dans le foot, c'était Tommy Smith et John Carlos en 68 sur le podium à Mexico.
C'est l'image aujourd'hui qui est la plus forte de ce qui s'est passé en termes de symbole contre le racisme. Quand on voit, c'était il y a 50 ans, vous voyez où on en est aujourd'hui dans le racisme dans le sport, dans le racisme aux États-Unis. C'est-à-dire que ce geste-là, avec la portée qu'il a eue, ça n'a pas été suivi par des résultats probants. C'est même pire qu'il y a 50 ans, je pense, aujourd'hui. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Mais ça a pas réglé le problème. Donc aujourd'hui, que les joueurs fassent des symboles forts comme quitter un match, mettre le genou à terre, c'est super, parce que je pense que ça donne une prise de conscience collective. Mais derrière, il faut que les instances soient complètement concernées par ce problème, et surtout, encore une fois, qu'elles tapent très très fort. Si vous voulez éradiquer le problème, vous n'arriverez jamais de toute façon à éradiquer le racisme dans la société, c'est pas possible. Mais si vous déjà voulez les vider des stades, il faut que les dirigeants aient conscience du problème et qu'ils tapent fort. Et quand vous avez, je termine juste là-dessus, un Noël Le Graët qui vous explique il y a 3 semaines ou il y a un mois qu'il n'y a pas de racisme plus que ça dans le football, c'est dramatique ce genre de discours. C'est dramatique parce que déjà c'est complètement con, parce que on se demande s'il est sorti de chez lui depuis 3 ans, ce monsieur. Et puis en plus, surtout, ça te donne une... Comment derrière tu veux lutter? Comment les associations peuvent avoir comment tu veux avec les gamins le dimanche matin ou dans les petits clubs? Quand tu entends des gens comme ça qui donnent des phrases aussi complètement stupides, c'est dramatique. Donc il faut que les instances se mettent tous ensemble autour de ce problème, décident d'une mesure forte à chaque fois, et on pourra un petit peu évoluer sur ce sujet. Mousse, tu voulais réagir? Oui, je voulais surtout dire que c'était un problème qui existait depuis très longtemps, et d'ailleurs dans notre propre club. Il faut connaître un peu l'histoire du Paris Saint-Germain et de ses tribunes pour comprendre qu'il y a déjà 20-30 ans, il y avait une petite frange de la tribune Boulogne. Je vais essayer de minimiser parce que je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac non plus, même si la tribune Boulogne avait une petite tendance à être très à droite, mais il y avait une petite frange où il y avait carrément des skinheads. Et moi, Yacine et moi, je ne sais pas si Nico t'a connu cette époque, en tout cas Yacine et moi, on l'a bien connu. Moi, je l'ai connu, je me suis même fait courser plusieurs fois à la sortie du Parc des Princes par ce type je ne sais même pas comment les qualifier, je ne sais même pas si c'est des supporters, mais c'est un problème qui a existé chez nous, qu'on a réglé, parce qu'on l'a réglé avec le plan Le Prou, même si le plan Le Prou, moi, je n'étais pas tout à fait pour, parce que je sais ce qui s'est passé après, et notamment pour beaucoup d'ultras qu'on a essayé de criminaliser, alors qu'il ne fallait pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais c'est un problème aussi qui existe. Nous, on a réussi à les évacuer du club parce qu'ils ne sont plus dans les tribunes. On ne les voit plus, ils n'ont plus de représentants, etc. Mais par exemple, dans un club comme Lyon, il y a une grosse frange qui ressemble exactement à ce que nous, on a pu connaître dans les années 90 et les années 2000 au PSG. Et il y a des saluts nazis, etc. Ces gens-là sont identifiés. Alors attention, hein, ne vous méprenez pas, hein. Je prends Lyon comme exemple parce que c'est le plus connu. Absolument rien contre ce club et c'est une minorité. Je rappelle que c'est une minorité. Mais c'est une minorité qui fait du bruit, c'est une minorité qui est visible et c'est surtout une minorité qui est identifiable. Et à ce jour, ils sont toujours dans les travées du stade de l'Olympique Lyonnais et rien n'a changé. Absolument rien n'a changé. C'est un problème déjà national qu'il faudrait qu'on règle. Et il n'y a pas que Lyon. Il y en a à Nice, il y en a dans les clubs corses. Je peux vous en citer un paquet. Yacine aussi, je pense. Toi, tu as travaillé beaucoup avec les jeunes, etc. Et c'est aussi un problème qu'on voit dans le foot amateur. Et j'ai une dernière anecdote. Moi, quand j'étais jeune, et là, je parle de basket, hein, sur un championnat amateur de basket, dans des cités, hein, donc des stades, dans des banlieues un peu difficiles, tu as des mecs qui faisaient des cris de singe, des noirs, tu vois, pour déstabiliser l'équipe d'en face, qui faisait des cris de singe envers d'autres noirs, ou des arabes envers d'autres arabes, etc., etc. C'est un problème aussi qui existe dans le sport amateur, et surtout on va dire dans les quartiers populaires. Donc ça existe aussi. Je voulais dire un dernier mot quand même sur les banderoles aussi du collectif Ultra Paris, qu'il faut les souligner. Dans le début de match, tu t'en parlais un peu Nico hier, en plus du protocole où les 22 joueurs sont rentrés ensemble, bras dessus bras dessous, ils sont mis en rang autour de l'arc de cercle et puis qu'ils ont évidemment posé le genou à terre. Il y avait ces tifos en hommage justement à Achille Webo et à la situation, en affichant soutien à Webo, fier des joueurs against racisme, Paris uni contre le racisme. Et ça, c'est des messages forts. Et voilà, les supporters étaient présents aussi par ces banderoles et c'est intéressant évidemment de le souligner dans cette analyse. Bon, c'était important en tout cas de réagir dessus. On espère que ce geste fort et symbolique des 22 acteurs, des joueurs du PSG et de l'Istanbul Başakşehir seront suivis d'actes fortes par les instances et notamment l'UEFA. Venons-en aux sportifs maintenant les amis, puisque le match quand même s'est rejoué hier à 19h en horaire décalé.
Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé de la plus belle des façons dans une belle victoire 5-1. Alors le match a repris à la 14e minute, au même moment où le match avait été arrêté mardi soir. Le Paris Saint-Germain donc qui est passé par toutes les émotions dans ses phases de poule et qui termine à la première place du groupe avec 12 points. Manchester United avait perdu mardi 3-2 contre Leipzig, donc les Parisiens étaient d'ores et déjà qualifiés avant le match, mais la première place se jouait quand même et le travail a été fait de très belle manière avec cette victoire écrasante de 5-1, un triplé de Neymar et un doublé d'Mbappé ont permis aux Parisiens de faire le boulot. Yacine, sur le match, sur le sportif, on a vu les Parisiens faire le boulot, une très belle victoire dans un match maîtrisé, abouti collectivement, sûrement le meilleur match dans le contenu du Paris Saint-Germain dans ces phases de poule. Ouais, alors il y a eu les 5-6 premières minutes un peu bizarres, on ne sait pas trop qui est rentré dans le match. Il y a une grosse situation pour Başakşehir d'ailleurs. Ouais. Il y a Kimpembe et Baker qui n'avaient pas l'air du tout concernés. Mais après, c'est rentré dans l'ordre. Elle commence pas avec Baker. Hein. Je dis Kimpembe aussi. Fais gaffe, là, parce qu'il y a le président du fan club. C'est le côté gauche. Bon. Et ouais, c'était un bon match, sérieux. Alors, il faut toujours rappeler qu'il y a un adversaire, malgré tout, qui avait pas l'air hyper concerné, qui était déjà beaucoup moins agressif que la veille, parce que les 10 premières minutes de la veille, ils n'étaient pas venus pour rigoler, ouais. Beaucoup moins agressif hier soir. Malgré ça, Paris a fait un match sérieux, un match cohérent, un match intéressant pour la suite. Mais je pense qu'il y a deux éléments essentiels, sans rentrer trop dans le détail tout de suite. Évidemment, il y a Verratti et il y a Neymar. Et ça m'a fait plaisir pour une chose, c'est que après, il en a parlé avant le match et après le match, il a parlé de respecter le jeu. Quand Neymar respecte le jeu, évidemment que tout va mieux. Mais Neymar respecte aussi peut-être le jeu parce qu'il y avait Verratti derrière lui. Voilà, on verra après pourquoi, mais... Effectivement, tu as raison de le rappeler, ça viendra dans notre explication sur le bon match de Neymar. Nico, c'est vrai que Yacine l'a dit, Başakşehir était déjà éliminé avant le début de rencontre. On a vu que, contrairement au match de mardi, enfin en tout cas les 13 premières minutes, le marquage était plus large hier, les joueurs un peu endormis. Surtout Raphaël qui était en mission pour Lyon, je crois. Mais j'ai un doute, mais... Mais au final, tu vois, ils étaient potes avec Neymar dans hier. Ils ont fait de l'accolade et tout, contrairement au mardi où c'était un peu plus dur. Mais c'est vrai que Nico, on peut penser évidemment que les joueurs n'étaient pas concernés par le match et le sportif, vu ce qui s'est passé. Mais on a vu, un Paris Saint-Germain, même si on pourra parler de la qualité de l'adversaire hier, mais les Parisiens ont été appliqués, ont livré une grosse prestation. On a vu un système qui a bien marché. Le PSG devait changer d'attitude, faire les efforts, grandir comme équipe collectivement. Et en tout cas, on a vu tous ces aspects hier. Oui, parce que quand tu joues une équipe démobilisée comme ça, tu as plus de temps pour jouer, tu as moins d'impact dans les duels. Mais si tu es toujours dans un état d'esprit à pas lâcher le ballon et puis pas respecter le jeu, la copie, elle est tout aussi pourrie. Là, effectivement, à l'arrivée, il y a une bonne copie, je trouve. Je pense qu'on ne peut pas occulter le fait qu'on a un milieu avec Verratti, Rafinha et Paredes, et que quelque part, quand tu as 3 joueurs de ballon, ça fait aussi beaucoup de différence. Après, oui, comme le dit Yacine, la prestation de Neymar, elle est époustouflante, et quand il est comme ça, il te tire l'équipe avec lui, et c'est juste un bonheur. Il y a aussi Baker, on en parlera plus tard, parce que je pense que j'ai bien compris que ce n'était pas aujourd'hui l'élément le plus important. Mais à l'arrivée, ouais, c'est un match plaisant. C'est un match plaisant. Alors, on aimerait maintenant voir ce genre de match plus souvent. C'est bien d'ailleurs que Lyon arrive dès dimanche parce que ça va donner la possibilité à cette équipe de surfer sur cette période-là. On l'avait aussi un petit peu vu le match d'avant en championnat. Tu sens qu'il y a une montée en puissance, que ce soit physique, dans l'état d'esprit. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui sont en train de se mettre en place. C'est vraiment positif. Et moi, juste sur le match hier, j'ai pris du plaisir à regarder ce match, quoi. Ça m'a fait du bien de revoir des mouvements collectifs, du jeu simple, des joueurs qui reviennent défendre. C'était plutôt agréable, ouais, plutôt réussi. Mousse, avant le match contre Manchester United la semaine dernière, Thomas Tuchel avait dit en conférence de presse d'avant-match, on s'est réunis le dimanche après le match nul contre Bordeaux de partout et on a dit qu'il fallait changer de mentalité, que c'était le début d'une nouvelle saison, qu'il fallait qu'on se remette dedans et qu'on se remette à jouer ensemble, etc., qu'on fasse des efforts les uns pour les autres. On l'a vu dans le match contre Manchester United où c'est pas passé loin non plus parce qu'il y a des ratés immanquables de Cavani et Martial, mais on a vu un état d'esprit, on a vu un groupe et on l'a revu hier aussi, cet état d'esprit
dans le fait aussi d'avoir une équipe collective. C'est ce qu'on a souvent décrit du côté du PSG, des comportements des fois individualistes, des joueurs qui ne font pas le repli défensif. Là, même si voilà, Başakşehir était sûrement déconcentré évidemment par ce qui s'était passé mardi soir, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui a répondu présent et collectivement surtout. Oui, c'est vrai. Après, moi, j'avais tweeté quand on avait eu la compo. Je trouvais ça, ouais, je trouvais ça un peu bizarre comme compo. Enfin, c'est une équipe qui était déjà éliminée. Et je sais bien que c'est pas parce on met 5 défenseurs que ça va être ultra défensif. Ça, je suis d'accord avec vous. On a eu le débat avec Yacine et surtout Nico, qui était lui plutôt pour la compo de Thomas Tuchel. Moi, j'aurais voulu voir face à une équipe déjà éliminée, peut-être un jeu avec un peu plus d'éléments offensifs. Bon, après, ça m'a donné tort parce que le résultat est là. Et effectivement, je dirais même que Nico m'a convaincu parce que quand tu vois pourquoi ce schéma et le comportement des milieux et surtout des deux devant, tu dis effectivement c'était logique. Déjà, ça a permis de plus voir Neymar redescendre au milieu, décrocher. Donc ça, c'était déjà une bonne chose. Donc il a fini par me convaincre par cette composition. Là où je suis un peu aussi rassuré sur Thomas Tuchel, c'est qu'il prend des décisions, il fait des changements tactiques. Là où il y a quelques semaines, il était vraiment dans la défiance avec son directeur sportif et tu avais l'impression qu'il ne voulait pas prendre de décision pendant les matchs. Il faisait des compositions plus pour emmerder son directeur sportif que pour remporter une rencontre. Donc sur la rencontre d'hier, je n'ai pas grand-chose à dire sur l'état d'esprit, sauf un peu comme Yacine de parler de l'adversaire, parce qu'il n'y avait pas trop d'adversité. On verra s'il maintient ce même schéma en huitième de finale et déjà pour commencer face à Lyon, dimanche. Lyon qui revient bien en championnat. Écoute, match sérieux, match appliqué, même si je n'ai pas trop aimé l'attitude de Neymar à la fin, même si tu gagnes 5-1, bon voilà, il y a un moment, il a voulu trop en faire, il aurait pu lâcher le ballon, on aurait pu mettre un peu plus de buts. Et dernière chose qui m'a un peu gêné aussi sur le duo offensif Mbappé-Neymar, c'est que parfois, le jeu était aussi d'écarté sur les côtés, avec les montées de Becker et Florenzi. Sur 2-3 actions, ils ont constamment cherché à jouer en petites passes, alors qu'encore une fois, sur 2-3 actions, il y avait moyen d'écarter pour un centre, que ce soit à gauche ou à droite. Voilà, je chipote un peu, mais bon. Parce que moi, franchement, sur le match d'hier, je les ai beaucoup plus vus jouer avec leurs latéraux que le match la semaine dernière contre Old Trafford, où c'était vraiment indécent. Là, tu voyais vraiment les absents. Enfin, on parlait, c'était Abdou Diallo qui était en latéral gauche, complètement oublié. Là, pour le coup, on a vu Florenzi hier et Becker, en tout cas dans la Ouais, construction. mais je suis d'accord, Hugo, mais sur 2-3 actions, tu verras. Hein, Florenzi, il fait l'appel. Tu as vraiment largement le moyen de lui passer. 2-3 fois, ça ne s'est pas fait. Côté gauche, pareil, mais avec Becker, on a l'habitude. Il joue très rarement avec Becker. Mais voilà, je trouvais, c'est pour chipoter un peu, mais voilà. Et Baker, d'ailleurs, qui a marqué un but refusé pour hors-jeu, malheureusement, Nico, et qui a fait cette barre. Hein, il aurait pu évidemment marquer, mais on reviendra tout à l'heure dessus. Mais ça va venir dans notre discussion, Yacine. Parlons du 5-3-2. Hein, Moussa en parlait, mise en place par Thomas Tuchel, qui nous a refait enfin un coup tactique qui a réessayé quelque chose. Alors, je vous redonne la compo. Navas au poste de gardien. Marquinhos, Danilo intercalé entre Kimpembe et Marquinhos. Sur les ailes, Florenzi et Baker. Un milieu à 3 qu'on voulait Rafinha, Paredes, Verratti, et puis devant Mbappé, Neymar. Donc une composition sans vrai numéro 9, Di Maria sur le banc. Yacine, dans les comportements de l'équipe hier, donc on l'a vu déjà ce 5-3-2, il avait été vu en fin de match contre Manchester United avec Abdou Diallo qui était repassé dans la défense à 3. Et c'est là que le Paris Saint-Germain avait commencé à solidifier un peu sa défense au milieu de terrain. On a vu un milieu de terrain qui a bien fonctionné, des pistons qui ont quand même évolué assez haut. Alors certes, il y avait des espaces entre les lignes, mais c'est un système qui a bien fonctionné, en tout cas par rapport aux joueurs présents sur le terrain hier. Oui, parce que en fait, ça correspond au profil des joueurs aujourd'hui, à leur état de forme aussi. Après, comme d'habitude, on va toujours dire, on le verra dans un gros match avec une opposition, etc. Il n'y a pas de problème. Le truc, c'est qu'en fait, dans ce système-là, ça te permet d'avoir Danilo, en fait, entre les deux, Kimpembe, et plus les deux latéraux. Ce qui fait que tu as moins d'espace entre les joueurs. Donc, il a moins de courses à faire pour couvrir. En fait, il joue un peu, entre guillemets, libéraux à l'ancienne, où il a juste à couvrir un peu ce qui se passe. Ça te permet d'avoir des latéraux très hauts, avec deux joueurs, un joueur de chaque côté, qui vont couvrir dans leur dos. Ce que tu peux moins faire à 4. Et par exemple, avec Danilo et Kimpembe, quand ça a joué ensemble, le fait que le latéral gauche sorte,
bah, tu as Kimpembe qui doit venir couvrir et Danilo qui doit faire une course de 20 mètres pour venir couvrir Kimpembe. Là, tu n'as pas à le faire. La deuxième chose, c'est que ça te permet d'avoir 3 joueurs techniques au milieu qui peuvent prendre des risques dans le jeu parce qu'en fait, tu as 3 défenseurs axiaux. Et la dernière chose, c'est que ça te permet d'avoir 2 attaquants à qui tu vas demander moins d'efforts. Parce que tu as quand même déjà 8 joueurs qui sont capables de défendre. Ça permet d'avoir Neymar libre. Et en fait, ça permet d'avoir Mbappé libre si Mbappé prend la profondeur. Parce que dans ce système-là, il faut quand même un joueur qui prenne la profondeur. Sinon, à un moment donné, tout le monde est écrasé les uns sur les autres. Ce qu'a fait Mbappé. Donc, ça correspond en fait aux forces du moment. Maintenant, est-ce que face à un autre adversaire, tu vas avoir autant de possibilités? Je ne suis pas sûr. Est-ce que, voilà. Et j'ai oublié Paredes aussi. Parce que je regardais hier, en fait, Paredes, ça lui permet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter qui me répondent que Paredes, il est trop lent, il est pas assez mobile, etc. En fait, le truc, c'est que Paredes, ça m'a fait penser. Alors, on se calme. Je vais faire la comparaison, mais c'est pas la peine de dire que j'ai comparé Paredes à Pirlo. Voilà. Ça m'a fait penser à Pirlo au Milan AC. En fait, Pirlo, il jouait comme ça, organisateur, protégé par des joueurs qui couraient beaucoup. En Regista. Voilà, avec Gattuso, avec Ambrosini, etc. Sidorf, voilà. Donc en fait, c'est aussi ça. C'est-à-dire que puisque tu as la chance d'avoir un joueur comme Paredes qui a une vraie qualité de passe, ça lui permet d'avoir ces 2 joueurs autour de lui très mobiles. Et ça te permet aussi de faire du coaching parce que finalement, tu as quand même un Gay, un Herrera, alors certes moins technique, mais qui peuvent rentrer en cours de match pour t'apporter ce volume de course, au moins dans la façon de défendre. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur système, là, à l'heure actuelle. Maintenant, il faut toujours voir sur la durée. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'en tout cas, Tourelle est revenu à une recherche du jeu. Et ça veut dire qu'il y aura des plans A, B, C. Voilà, on peut démarrer en 4-4-2, on peut passer en 5-3-2, on peut démarrer en 4-3-3. Voilà. Ça te permet d'avoir beaucoup de possibilités et donc de t'adapter aussi à une physionomie de match. Nico, est-ce que c'est un système pour toi apte à perdurer? Parce que tu l'as dit aussi en début dans le milieu de podcast, tu t'as senti que les joueurs aussi parisiens avaient retrouvé des jambes, hein, qu'ils étaient mieux physiquement. Bon, malheureusement, quand arrive bientôt la trêve, mais c'est pas grave. Il permet aussi de système de moins subir défensivement. Yacine l'a dit, d'avoir un milieu en plus en phase défensive avec Danilo, qui joue un peu ce rôle de 3e défenseur central, de libérer les tâches défensives Mbappé et Neymar, d'avoir un milieu à 3 à l'aise, hein, dans ce schéma-là. Est-ce que c'est aussi ce que tu as ressenti hier dans le match? De toute façon, moi, c'est ce que je disais l'autre jour, je ne sais plus, avec Mousse ou Yacine, on en parlait sur Twitter. C'est le profil des joueurs du PSG et puis ça date pas d'aujourd'hui. Cette défense à 3, ça fait un paquet de temps que Marquinhos, Thiago Silva et Kimpembe, moi, je milite pour qu'on les voit, ces 3-là. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on attend de virer Thiago Silva pour commencer à s'installer durablement dans ce système. Mais bon, passons là-dessus. Après, ce qui est vraiment important avec ce système, et c'est là où j'ai envie de te dire que c'est pour moi un profil intéressant, c'est que tu as des latéraux qui correspondent complètement à ce système-là. Des latéraux qui sont plus attaquants que défenseurs. C'est fait pour eux, ce système-là. Alors là, en plus, on n'a pas Bernat en ce moment, mais imaginez Bernat à gauche, Florenzi à droite. C'est vraiment taillé pour eux, ce système-là, parce qu'ils ont une vraie qualité offensive. Après, ça a aussi l'avantage, effectivement, pour les attaquants de limiter les efforts. Après, moi, je vois un gros inconvénient dans l'effectif actuel du PSG et ce système-là, c'est qu'il n'y a que 2 places pour 4 joueurs. Et que ça peut être compliqué à gérer pour Tourelle. Parce que quand vous allez expliquer à Di Maria et à Keane, qui ne jouent plus tous les gros matchs, comment est-ce que les deux ils vont réagir? Et sans oublier Icardi en plus. Plus Icardi qui va revenir, exactement. Donc, c'est peut-être là où Tourelle va se retrouver embêté. C'est que c'est un système où il peut aligner que 2 de ses 5 joueurs offensifs. Alors, on a vu qu'il a passé Di Maria un peu au milieu dans la deuxième mi-temps. C'était pas mal. Mais voilà, sur la durée, moi, c'est aujourd'hui la limite que je vois, c'est dans la gestion de l'effectif. Est-ce que Tourelle va être capable de faire des choix forts? Alors, il l'a fait avec Di Maria qui n'a pas débuté les derniers matchs. Est-ce qu'il sera capable sur l'avenir de laisser des Icardi, des Keane, des Di Maria sur le banc? J'ai un petit doute là-dessus. D'ailleurs, il a fait rentrer Di Maria à la pause à la place de Rafinha. Mousse, au début, j'ai pas compris le choix, mais je pense que c'était pour relancer Di Maria, enfin le remettre un peu en confiance, lui faire jouer 45 minutes, j'imagine. Et puis Rafinha avait joué 90 avant. Ouais. Donc, mais parce que Rafinha avait fait une très bonne première période, donc je me demandais au début si c'était un petit contre-coup physique ou pas, mais voilà, en tout cas, c'était pour relancer pour relancer Di Maria, pardon. Mousse, juste pour répondre à Nico, moi je pense qu'il est capable de laisser du monde sur le banc parce qu'il est en fin de contrat en fait. Il lui reste 5 mois de contrat là. Qu'est-ce qu'il a à perdre même si on voit bien qu'avec Di Maria c'est une punition. On peut pas dire le contraire. Quand on sait, après il y a Mohamed Bouafsi qui a révélé qu'il y avait
une petite altercation en public, ou en tout cas, Thomas Tuchel aurait invectivé Di Maria devant tout le vestiaire et Di Maria l'aurait très très mal pris. Pour moi, oui, il est capable. En tout cas, Di Maria et Icardi, il est tout à fait capable de les laisser sur le banc, étant donné qu'il est en fin de contrat et qu'il a vraiment plus rien à perdre. Moise Kean, je pense qu'il aura du temps de jeu, puisque il n'a pas de véritable buteur à part Icardi, donc lui, il jouera. Voilà, c'était juste pour répondre à Nico. Et pour répondre à la réponse, quand, quand je te dis ça, en fait, c'est pas par rapport au fait qu'il va oser ou pas, parce qu'il part ou pas dans 5 mois. C'est aujourd'hui, voilà, on va dire qu'il a encore 5-6 mois à la tête du PSG. Est-ce qu'il va être capable de prendre ce genre de décisions qui peuvent déstabiliser le vestiaire? On sait qu'ils sont tous très proches. On connaît la place d'Icardi et de Di Maria dans le vestiaire. Est-ce qu'il va pouvoir gérer de mettre ce genre de joueurs de côté tout en gardant l'unité du vestiaire? Voilà, c'était plus par rapport à ça. Nico, avant qu'on passe sur Neymar, est-ce que tu as un petit mot à ajouter sur Baker? Parce que tu en as parlé en surface, mais est-ce que tu veux faire un... Vas-y. Un tout petit mot, il m'a beaucoup plu. Quand j'ai vu son but, j'étais en train de mettre mes chaussures et mon blouson pour partir défiler sur les champs et ma femme m'a rappelé en bas de l'immeuble en disant hors-jeu, reviens. Et puis après le poteau, enfin vraiment pas de bol, mais non, il a fait un beau match. Mais je vais dire ce que j'ai dit, il est super actif et moi j'aime ça, quoi. Là, il compte pas ses efforts. Dans ce rôle-là, il est bien. Alors après, il y a beaucoup de lacunes. Je laisserai Yacine le descendre lors de la prochaine mauvaise prestation de Baker. Mais hier, en tout cas, il a fait un match intéressant. Et mis à part sa petite tête en retrait, où j'ai pas trop compris, j'étais prêt à me cacher un petit peu. Mais non, c'était intéressant. T'as pas vu des petits progrès dans le jeu, Yacine, hier, de la part de Baker? Non, parce que en fait. Eh ben... moi, j'étais au courant parce qu'on en a parlé hier soir. Donc, moi, je connaissais déjà la position de Yacine. Voilà, parce qu'en fait, quand tu joues à 5, alors, il y a aussi une question d'adaptation, il n'y a pas de problème. Il fait partie des joueurs qui doivent s'adapter. Déjà, il faut qu'il progresse et il doit s'adapter. Maintenant, quand tu joues à 5. Déjà, il est passé devant Kurzawa. Ah oui, bien sûr. Et c'est tant mieux. Maintenant, il y a des problèmes de positionnement quand tu joues à 5. Parce que tu dois effectivement aller chercher vraiment ton joueur beaucoup plus haut parce que tu es couvert par plus de joueurs et plus près. Ce qu'il n'a pas fait, notamment en première mi-temps. Et je pense qu'il y a... alors, c'est le côté dont on avait parlé il y a plusieurs semaines avec Neymar. Il y a ce côté, quand il y a Neymar, je n'ose pas. Il y a en première mi-temps, à un moment donné, il est décalé côté gauche, il n'ose pas centrer. Et en fait, pour moi, c'est un problème. Parce que cette séquence, elle doit finir sur un centre. Et c'est donc une erreur de sa part. Après, c'est la confiance, c'est quand il y a Neymar, il n'y a pas de problème. Il y a des explications, mais pour moi, ce sont des erreurs. Et effectivement, en fait, au fur et à mesure, Neymar le cherche de moins en moins. Alors, est-ce que c'est la conséquence du fait qu'il y en a un qui ne centre pas, donc tu te dis, finalement, ça ne sert à rien? Ou est-ce que c'est parce que, voilà, c'est toujours pareil. Qui est coupable de quoi? Mais voilà, il y a ces petites lacunes. Maintenant, oui, son état d'esprit, il n'y a pas que les centres, Yacine. On l'a vu hier qu'il était en position aussi de marquer. Il a tiré 2 fois. Et ça me rappelle aussi un peu Kurzawa, parce qu'à l'époque, Neymar semblait apprécier Kurzawa et ça dédoublait. Et il me semble qu'on avait déjà vu Kurzawa marquer dans cette position-là. Donc il y a effectivement le fait de ne pas centrer. Mais c'est dommage aussi que Neymar l'oublie un peu parce que il peut aussi rentrer et avec sa frappe gauche, il peut aussi planter, quoi. Bien sûr, mais après comme tu l'as dit aussi, alors c'était pas Neymar, mais par exemple Di Maria, il y a eu deux actions de suite en deuxième mi-temps où il oublie complètement Florenzi. Oui. Donc il y a ce problème-là. C'est une question de système aussi, parce que tu n'as pas l'habitude de jouer comme ça. Oui. Et si Baker se retrouve dans la surface, c'est aussi grâce au système. Parce que quand tu as 3 actions derrière toi, tu peux vraiment y aller en te disant, de toute façon, il y a quand même quelqu'un qui va me couvrir. Ouais, tu es couvert, quoi. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que, comme l'a dit Nico, oui, aujourd'hui, moi je le redis, c'est un système qui correspond aux forces ou au profil des joueurs du PSG. Voilà. Maintenant, je voulais juste terminer sur un truc, c'est qu'on revenir à la préparation physique, parce que oui, on voit que le PSG est quand même beaucoup mieux. Alors, pas encore au top, mais beaucoup mieux. On en avait parlé au moment du Final 8, où j'avais expliqué l'histoire de la préparation pour le Final 8, etc. Et on voit bien que malgré tout, les joueurs sont en train de passer un cap mental et physique, parce que les deux sont liés. Ils ont passé la première période Covid, l'histoire de pas de vacances, enfin bref, ils sont en train de se remettre parce qu'ils ont été chercher une qualification. Ils sont mieux physiquement.
Et je pense que ça arrive au bon moment, parce que tout le monde dit ouais, ça arrive au moment de la trêve, mais la trêve, elle va pas être super longue. Donc, ça arrive au bon moment. Ils vont avoir un peu de vacances pour recharger et repartir dans un bon cycle. Et l'histoire de l'équipe Ligue 1, Ligue des Champions, comme j'avais dit à Mousse, on l'a vu là, les 2 dernières semaines, malgré tout, Tourelle, c'est pratiquement ce qu'il a fait. Et ça a permis, en fait, d'avoir le mardi et le mercredi qui tiennent le coup physiquement. Et la dernière chose pour terminer là-dessus, parce qu'on m'a aussi beaucoup allumé hier soir sur ça, il n'y a pas de problème. Quand j'avais dit Di Maria s'est énervé de sortir, donc il faut un changement de coach. Évidemment, je l'avais dit, parce que je ne pensais pas Tourelle capable, à ce moment-là, de reprendre les choses en main et de dire ok, Di Maria, pas Di Maria, tu vas aller sur le banc. Voilà, pour moi, en fait, Tourelle allait avoir la même réaction qu'avec Mbappé. Et en gros, bon, je suis obligé de mettre Di Maria parce que sinon, comme l'a dit Nico, le vestiaire va exploser, Di Maria va faire la gueule, etc. Finalement, il a pris ses responsabilités et il a fait le choix de Di Maria sur le banc. Et donc, voilà, il y a eu je pense que tout ça, c'est lié. Il a aujourd'hui repris la main sur le jeu. Et comme l'a dit Mousse en début, il n'est plus dans un combat avec un club, avec un directeur sportif, avec des médias. Il est entraîneur du PSG. Il a repris la main dans le jeu et aussi dans sa communication. On le voit à travers aussi ses conférences de presse d'avant et d'après-match. Venons-en à l'ami Neymar, Mousse. Il y a peu de joueurs sur Terre qui peuvent décider du destin d'un match. Neymar nous a déroulé le mode d'emploi hier. Déjà, il a été décisif avec son triplé, omniprésent dans le jeu entre les lignes, dans la création, dans la dernière passe. Quand il est dans cette forme-là, au point physiquement, pas dans la caricature, dans cette créativité, Mousse, il est inarrêtable. Bah oui, évidemment. Moi, j'avais déjà souligné son état d'esprit face à Manchester, où il était complètement cuit. Il arrive à te sortir un geste incroyable qui finit par un but de sa part. Hier, quand tu vois le petit pont, Lucas en pleine, enfin le petit pont tire Lucas directement. Pardon. Qu'est-ce que tu veux dire? Évidemment que c'est le facteur X de cette équipe et qu'il est largement au-dessus de tout le monde et qu'évidemment c'est un peu comme Verratti. Quand on enlève Neymar et Verratti, c'est plus la même chose. Même si parfois quand tu l'enlèves Neymar, tu as l'impression que le ballon il circule mieux parce que évidemment il est pas là donc il porte pas le ballon. Le ballon circule mieux, mais en termes de résultats, de jeu, etc. Évidemment que quand Neymar il est là et quand il est dans un bon état d'esprit, une forme physique, parce que tu parlais du physique, de l'effectif, c'est vrai que même Neymar, on sent que quand même, comparé à il y a 2 matchs, même à Manchester, rappelez-vous, Manchester, il était complètement cuit en deuxième mi-temps. Hier, c'était pas du tout le cas, j'ai l'impression qu'il était plutôt bien, même si en face, évidemment, il n'y a pas eu de pressing, ils nous ont pas fait courir, et puis on avait la possession du ballon, donc c'est toujours un peu plus facile quand tu as la possession du ballon. Mais il faut souligner son état d'esprit, ses progrès. Comme l'ont dit Nico et Yacine, il a fini par respecter le jeu dans sa globalité, même si à la fin, au vu de l'écart, il a voulu s'amuser. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Pas à ce moment du match, en tout cas, parce que le résultat était là. Voilà, exactement. Donc, chapeau. Moi, j'étais très énervé à 3 podcasts. On a beaucoup parlé de mon coup de gueule sur le fait que je dise, voilà, casse-toi, barre-toi, etc. Parce qu'à cette époque-là, effectivement, il ne respectait rien, ni le jeu, ni le club, ni ses partenaires, et c'était très agaçant. Quand on le voit comme ça, et puis quand on entend ses déclarations après match, où il dit qu'il est heureux, qu'il n'a jamais songé à quitter le club, en plus des propos corroborés par le président Nasser qui dit que ça avance, etc. Voilà. Après. Donc moi, encore une fois, évidemment, dans ces conditions, et s'il est dans cet état d'esprit, il faut le prolonger, et j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, il va y avoir une trêve. Yacine disait que la trêve n'avait pas duré longtemps. La trêve, parfois, ça fait du mal. Tu fais la fête, etc. Donc, j'espère qu'ils vont être sérieux au retour parce que ça va s'accélérer après. Les choses sérieuses commencent. Donc déjà, voilà. Il y aura un match de Coupe de France en moins qui saute en début de l'année janvier qui devait jouer au début de l'année 2021. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si la Coupe de France va se jouer. On n'a toujours pas de communication là-dessus, quoi. Par contre, il y a la Ligue qui a eu la merveilleuse idée de nous placer le Trophée des Champions le 13 janvier, un match qui compte c'est tombé ce matin. Ouais. Oui, c'est vrai, tu as raison de le rappeler. Oui. Ça, c'est... Entre PSG et Marseille, après les événements du mois d'octobre, franchement, dans l'intelligence, on est quand même au très très haut niveau. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'autre priorité aujourd'hui dans le football que de placer un PSG Marseille de Trophée des Champions le 13 janvier. Mais bon, c'est pas, on n'est plus à ça près. C'est important de souhaiter la bonne année aux Marseillais quand même. Et peut-être que Neymar a un cadeau de Noël pour Alvaro, c'est ton jamais, tu vois.
D'ailleurs, il en a reparlé hier dans ses expressions. Ouais. Nico, c'est pour ça qu'on a raison d'être exigeant avec Neymar. Parce que quand tu vois, quand il laisse de côté ses côtés un peu démoniaques, on va dire, et qu'il joue au football de cette manière, quand il est comme ça, voilà, c'est tellement mieux que quand il caricature, à surjouer, à pas lâcher le ballon. De toute façon, tu es obligé d'être exigeant avec lui. Aujourd'hui, quand il est à ce niveau, quand tous les voyants sont au vert, il est pour moi aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Parce qu'on Messi, Ronaldo, on peut dire ce qu'on veut, même ce qu'ils font encore aujourd'hui, c'est magnifique, mais ils sont sur la fin. Aujourd'hui, Neymar, il doit porter le football mondial et forcément, c'est agaçant quand tu le vois faire des matchs où il lâche pas le ballon, où il s'énerve, où tu sens qu'il est juste là pour défier son défenseur parce qu'il a pris un mauvais coup. C'est pénible parce que même si c'est dans son état d'esprit, si c'est sa manière d'être, ça impacte l'équipe et à l'arrivée, ça te rend des bouillies collectives qui sont insupportables. Insupportables parce que tu vois de quoi il est capable et sur quoi il peut amener l'équipe. Donc on aimerait qu'il enchaîne maintenant. Moi, c'est ça. C'est pas la première fois qu'il fait ce genre de prestations. Donc je vais être un tout petit peu plus sceptique que toi, Mousse. Moi, j'aimerais le voir faire ça pendant 3, 4, 5 mois sur les gros matchs, sur les petits, être capable d'avoir toujours ce niveau de respect par rapport au football, en fait, tout simplement, quoi. Qui fasse ça contre Lyon, qui fasse ça dans les gros matchs, c'est super. Qui fasse ça aussi dans les petits et qu'il aide l'équipe justement à progresser parce que tu as besoin d'un Neymar comme ça pour devenir une meilleure équipe, pas seulement sur les gros matchs ou sur quelques séquences. Donc, je vais mettre un petit bémol, ouais, gros match hier, maintenant, qu'il refasse ça encore pendant 2, 3 mois, et puis on commencera à parler de sa prolongation et de tout ce qui va avec. Hugo, Oui. je peux te remplacer 2 secondes et poser une question à vous trois d'ailleurs, parce que ça m'a trotté hier soir dans la tête. Est-ce que vous ne pensez pas que Neymar a eu son mot à dire un peu sur le milieu de terrain, sur la compo avec, parce que comme il est très proche de Tourelle, on sait que Tourelle adore Neymar, il lui parle beaucoup. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a réussi à le convaincre de mettre un milieu beaucoup plus joueur pour que justement lui, ça lui évite de faire des bouillies collectives quand il cherche justement souvent quand il redescendait, il prenait le ballon et puis il essayait de dribbler tout le milieu de terrain. Est-ce que vous ne pensez pas que, parce que comme par hasard, hein, Rafinha c'est son ami, Paredes, on sait qu'ils sont très proches, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a eu son mot à dire sur la composition du milieu de terrain? Après, Tourelle, c'est un entraîneur qui parle quand même souvent avec ses joueurs. On sait qu'il est très proche de Neymar, donc peut-être que ça joue. Moi, après, je pense surtout qu'on n'avait pas vu ce milieu à 3 avant parce qu'il y a eu des blessés, parce qu'il y a eu des cas de Covid, etc. Et que dès qu'il a pu, il a pu plus ou moins le mettre, il l'a mis. On l'a vu le premier match, c'était contre Monaco, non, c'était contre le match d'avant, où il a remis le milieu à 3, Verratti. C'était là, le match d'avant, là, À quand Montpellier, Verratti sort à la 60e. c'est Montpellier, non? Pas Montpellier. Non, il n'y avait pas Verratti à Montpellier. Non, le match d'avant. Eh ben, c'était Monaco. Non, Bordeaux. Bordeaux. Ouais, je Alors, cherchais en fait, c'est Bordeaux. Bordeaux Parc. C'était Bordeaux, voilà, où il a mis ce milieu, enfin, quand il a eu à peu près tous ses joueurs aptes physiquement, on va dire. Moi, je pense que oui, parce que ça rejoint un peu ce qu'avait dit Di Maria sur Paredes. À savoir que quand il y a Paredes, les joueurs ont moins besoin de décrocher parce qu'on sait qu'il va les trouver derrière, entre les lignes, plus haut, en jouant vers l'avant. Donc je pense que oui, il y a une discussion. Et c'est pour ça que je dis aussi que le système, il est aussi pensé comme ça. C'est-à-dire que, ok, je vais mettre les 3 joueurs techniques au milieu, mais comment je peux organiser pour être quand même costaud? Peut-être en jouant à 3 derrière. Et Voilà, justement, oui. Yacine, je te laisse développer et je rajoute à la question de Mousse la mienne, quand on parlait tout à l'heure. Il faut remarquer aussi que quand Neymar délivre ce genre de prestations, c'est souvent aussi quand il y a Verratti derrière lui au milieu de terrain. Ah oui. Et oui, parce que en fait, le joueur, c'est très simple. Surtout Neymar qui a besoin de toucher beaucoup de ballons, parce qu'il y a des joueurs qui vont rester devant et qui vont attendre. Lui, il a besoin de toucher des ballons. S'il veut toucher des ballons, il faut qu'ils arrivent à lui. Si ça n'arrive pas, lui, il va décrocher et va venir les chercher très bas. Donc après, il a des courses de 35 mètres à faire. Il faut qu'il élimine du milieu, il faut qu'il sorte de la densité. Voilà, c'est tout un problème. Quand il y a Verratti, et en plus aligné avec Paredes et Rafinha, donc des joueurs capables de jouer vers l'avant, automatiquement, lui, il vient plus aussi bas parce qu'il sait que les ballons vont arriver. Et là, il est dans la zone où il va faire mal. Moi, j'irai un peu plus loin, c'est que Neymar, j'ai presque envie, si j'étais son coach, de lui dire, écoute, fais-nous 70 minutes en respectant le jeu, fais la diff, et quand on mène 3-0, tu sais quoi, fais-toi plaisir. Les 20 dernières minutes, je te les fais cadeau, c'est pour toi. C'est ça, en fait, parce qu'hier, ce qui se passe, c'est ça. Quand il y a 5-1, après, bon, ok, oui, c'est énervant, c'est un peu frustrant, parce que tu t'aimerais bien, des fois, voir des cartons, des 7, des 8. Mais à la limite, tu te dis, bon, il a respecté tout le monde. Il ne peut pas faire beaucoup plus. Enfin, Il a respecté tout le monde 70 minutes.
Bon, bah, il veut se faire plaisir un petit peu, vas-y. Voilà, après, pour les amoureux des chiffres, il ne faut jamais oublier qu'encore une fois, Neymar, avec toutes les absences, je lisais ça ce matin ou hier soir, c'est le premier joueur à marquer plus de 20 buts en Ligue des Champions dans 2 clubs différents. Et Neymar, il a été quand même beaucoup absent au PSG. Donc, j'ai une stat qui appuie la tienne, Yacine. Neymar, il a disputé 65 matchs avec le PSG, 65 matchs, Ligue des Champions, 41 buts, plus 24 passes décisives. Donc, il est impliqué dans 65 buts en 65 matchs. C'est son troisième triplé en Ligue des Champions. Seul Messi et Ronaldo ont fait mieux. Et c'est le deuxième meilleur buteur du PSG en Ligue des Champions, avec le nombre de matchs qu'il a loupé, derrière Cavani et à égalité avec Ibrahimovic. Voilà. Mais c'est justement là que c'est frustrant et qu'on en attend beaucoup. C'est que tu te dis, voilà, c'est qu'en étant absent à chaque saison, une demi-saison, parce que c'était les 2 premières, c'était quasiment ça. Il était absent 6 mois sur 12, on va dire. Et quand tu vois ces chiffres et tu dis, malgré les absences, les blessures, il arrive quand même à un ratio comme ça, c'est très frustrant quand il est sur le terrain de le voir faire ses gris-gris, etc., alors qu'il pourrait être beaucoup plus efficace. Et c'est pour ça aussi que, quelque part, j'en fais peut-être pas partie, on est un peu plus sévère avec Neymar qu'avec les autres, parce qu'on connaît son talent, et aussi, il faut le dire, on sait combien il est payé, on sait combien il a été acheté, et que parfois, le rendement est insuffisant au vu du salaire qui touche au Paris Saint-Germain. Après, c'est un joueur comme ça, c'est un artiste, voilà, c'est un joueur imprévisible, c'est un joueur qui fait basculer les rencontres. Donc voilà, il y a des matchs où tu vas le détester, et puis il y a des matchs où tu vas en faire un dieu vivant. C'est Neymar, quoi, en fait. Voilà. Et surtout, on a vu Nico, et je te laisse parler de Neymar, il faudra qu'on passe à Mbappé ensuite, et des propos aussi d'après-match de Nasser Al-Khelaifi sur la prolongation des deux. Quand on a un Verratti justement qui amène les ballons, on a un Neymar du coup plus proche de la surface, et on a un Neymar décisif, que ce soit contre Leipzig, où il marque le penalty, à Old Trafford la semaine dernière, où il met ce doublé, et là, où il est proche de la surface justement, et qui met ce but avec le petit pont enchaîné frappe, où il joue ce 1-2 avec Di Maria, et il peut enchaîner directement. Et les frappes, elles sont magnifiques. Hein, parce que la première où il enroule, mais la deuxième, la puissance qu'il met dedans, elle est imparable. Donc c'est aussi ça qui est intéressant avec le match d'hier de Neymar. Ce genre d'enchaînement, contrôle, je me retourne et je fais un dribble pour me dégager en petit pont ou autre, on le voit quasiment à tous les matchs avec Neymar. Ouais, après, comme le dit Yacine, quand il est à 30 mètres de notre but, c'est pas la même chose que quand il est à 25 mètres du but adverse. Et donc là, tu as une vraie différence. Après, c'est vrai que l'équipe qu'il a derrière lui, c'est super important parce que le grand Neymar de Barcelone, à côté de lui, il y avait Messi, il y avait Suarez, derrière, il y avait Iniesta, il y avait Xavi. Tu n'avais que des joueurs de ballon. Donc c'est sûr que si demain tu mets Neymar avec Herrera et Gueye, tu es dans un profil de milieu de terrain qui ne va pas t'apporter la même chose que Rafinha, Verratti. Renforcé en plus par Paredes qui a aussi une vraie qualité de passe. Donc c'est évident que ce schéma-là, il t'apporte une technique et une fluidité dans le jeu qui est super intéressant. Après, on a déjà parlé de ça. Est-ce que ce milieu-là, il est taillé pour résister à des gros duels physiques contre des grosses équipes qui vont te priver un peu plus le ballon et qui vont t'imposer un défi physique? Il y a un vrai... il faudra Ligue 1, j'aimerais bien le voir contre Lyon dès dimanche déjà. J'aimerais voir ce genre de milieu aussi sur un déplacement comme au Vélodrome, même si ce n'est pas l'équipe la plus monstrueuse de la Ligue 1. Mais voilà, sur des rendez-vous, on va les attendre un peu plus que sur ce match-là. Il faudra voir si ce milieu est capable de répondre. Il y a un bémol là-dessus. Il y a quand même il y a un déficit physique assez évident avec ces trois-là. Moi, je pense, Nico, dans la tête, dans l'esprit de Tourelle, en fait, c'est de mettre ce milieu pour marquer rapidement en première mi-temps, voire 1, 2, 3 buts. Puis ensuite, ça le permet en deuxième mi-temps, justement, de faire entrer des soldats comme Herrera, comme Gueye, ce qu'il a fait un peu hier, même si c'était un peu tardif. Et justement, après, pour conserver cette avance et écœurer un peu l'adversaire et les attaques adverses. L'idée, je pense qu'elle est là aussi. C'est de mettre des joueurs plus techniques et en deuxième mi-temps, pourquoi pas solidifier un peu une fois que tu as pris un peu d'avance et finir la rencontre en gestion. Bon, c'est peut-être ça qu'a dans l'esprit Thomas Tuchel. Je ne suis pas sûr que ce milieu-là, sur un début de match contre le Bayern, il soit capable de répondre physiquement. Après, tu es parti chercher le Bayern. Là. Non, mais oui, soit quand je parle des gros matchs. Voilà. Oui. Pour une équipe comme le Bayern qui t'impose un gros défi physique, après, la technique, elle est là, c'est évident. Mais est-ce que tu peux répondre physiquement? Parce que tu as un déficit de taille aussi qui est vachement important. Tu as un volume des courses aussi qui est assez réduit par rapport à d'autres. Donc, c'est à voir. Mais en tout cas, il faut le tester sur des gros matchs. Il faut voir. Sur des matchs de Ligue 1 où tu n'as rien à perdre, il ne faut pas hésiter en tout cas. Juste pour finir, Hugo, Paredes et Rafinha, physiquement, franchement, ça a l'air d'être de mieux en mieux, même si on ne sait pas si Rafinha est sorti sur blessure ou s'il a ressorti un coup. Moi, je pense qu'ils sont quand même capables. Voilà, Hugo. Je rends la parole.
Après, je sais qu'on a envie évidemment de parler beaucoup sur les sujets, mais il nous reste quand même le dossier Mbappé à évoquer, et puis les déclarations d'après-match de Neymar et Nasser Al-Khelaifi, donc ça fait encore des choses dont on doit parler, et je sais que le temps défile très très vite dans le podcast. Juste avant de passer à ça, je voulais quand même donner la réponse de Thomas Tuchel sur une question en conférence d'après-match sur le match de Neymar, et c'est pas mal résumé, c'est pour ça aussi que les déclarations de Thomas Tuchel redeviennent intéressantes, en tout cas en conférence de presse. On lui pose la question, Neymar vous surprend-il encore en faisant ce genre de match? Thomas Tuchel répond non, parce que je comprends que maintenant il se sent bien. C'est aussi nécessaire pour lui d'avoir du rythme. C'était très difficile pour lui, une situation compliquée après notre compétition au Portugal, parce qu'il a tout donné pour nous, hein, évidemment, lors du Final 8 de la Ligue des Champions en août. Après, il a eu le Covid, il n'a pas pu bien récupérer, gagner en capacité physique, et ces dernières semaines, il a pu le faire. Et c'est pour ça qu'il se sent bien, il trouve le rythme et reste toujours capable de faire la différence. Il l'a fait contre Leipzig, contre Manchester, et bien sûr aujourd'hui, donc c'était hier. C'était un bon mix entre le jeu simple, le dribble, les frappes décisives et une performance extraordinaire. C'est vrai que ça résume bien le début de saison de Neymar avec en apothéose ce match hier contre l'Istanbul Başakşehir. D'ailleurs, je peux juste dire un truc, c'est vraiment le papier que j'avais écrit il y a quelques semaines sur l'histoire de quand un joueur est moins bien physiquement, en fait, il est plus dans le dribble individuel, enfin le jeu, ouais, il force parce qu'en fait, il manque de lucidité, mais après, c'est un engrenage. Il est frustré parce qu'il rate et ainsi de suite. Donc évidemment que plus il est mieux il est physiquement et plus il se balade, quoi. Voilà. Donc c'était pour ça que je voulais vous relever la déclaration de Thomas Tuchel qui était intéressante là-dessus. Passons à l'attaque en français, parce que Neymar il n'était pas tout seul hier sur le terrain en attaque. Il y avait Kylian Mbappé avec lui, qui a marqué un doublé hier soir. Un penalty offert par Neymar pour le remettre en confiance, parce qu'on rappelle qu'il est resté sur une série de 9 matchs sans marquer en Ligue des Champions. Donc son copain Neymar lui a offert le penalty. Et un deuxième but aussi offert par Di Maria, qui aurait pu terminer l'action d'ailleurs, qui a été très bien amené par Neymar, Verratti au début, qui partent de leur camp au Paris Saint-Germain pour terminer sur ce deuxième but de Kylian Mbappé. Au-delà de ces buts, Mousse, beaucoup de déchets techniques. Il s'est compliqué la tâche sur certaines situations. Il loupe 2 énormes occasions. Dans sa progression devant c'est un domaine très souvent pointé du doigt quand on débriefe les matchs de Mbappé en disant que ce n'est pas suffisant. Mais justement, c'est la question que j'ai envie de poser. Comment analyser son match? Est-ce qu'on retient les 2 buts? Ou est-ce qu'on retient, je sais déjà votre réponse, c'est pour ça que je l'amène évidemment comme ça, ou on retient le fait qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques, qu'il a loupé 2 énormes situations et que dans la finition, il y a encore des problèmes? Plutôt la deuxième. Ah oui, effectivement, c'est les réponses ça, évidemment. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal de critiquer un joueur qui a mis un doublé en Ligue des Champions. Après, tu l'as rappelé, c'est un penalty offert par Neymar, ce qu'il ne faisait pas avec Cavani. Petite dédicace à Clément. Non, mais je rigole. Petite dédicace à Clément. Ouais. Et puis là, le but très facile que lui offre Di Maria. Après, ce qu'on remarque et ce qu'on note ces derniers temps, on va se répéter, c'est surtout le manque d'efficacité devant. Et parfois aussi, comme le disait Yacine, peut-être manque de simplicité devant le but aussi. Parce que tu cherches à faire un crochet, un passement de jambe avant de frapper. Hier, pareil, il cherche le petit lob. Alors, on ne peut pas trop lui en vouloir, c'est peut-être le jeu aussi, c'est mal exécuté. Parce que Di Maria, lui, c'est un spécialiste. Alors, il a peut-être voulu faire comme Di Maria, je ne sais pas. Mais oui, c'est encore ce manque d'efficacité. Après, je pense que dans ce système-là, ça va peut-être aller un peu mieux parce qu'il est très proche de Neymar. Et je pense qu'ils vont combiner. Et Neymar, c'est toujours un plaisir de lui faire des passes décisives. Donc, il faut qu'il travaille. Faut qu'il travaille, Mbappé, c'est tout. Il faut qu'il travaille devant le but, qu'il soit un peu plus simple, qu'il simplifie un peu son jeu et qu'il arrête de chercher, comme le dit Yacine, je me répète, le beau but. Bon, sur un match comme hier, c'est difficile. Voilà, il y a l'adversité, Başakşehir qui était très faible, on connaît le contexte. Il y a un match intéressant qui arrive, il en a parlé Nicolas tout à l'heure, c'est face à Lyon dimanche soir. On verra à ce moment-là si ça va un peu mieux. Je ne vais pas trop lui tomber dessus non plus. Voilà, Mbappé, il a fait ce qu'il a pu. Il est peut-être en manque de confiance ces dernières semaines, en espérant que ces 2 buts le remettent dans le droit chemin. On va essayer de ne pas faire trop long, mais malheureusement, messieurs, parce que le temps avance. J'ai fait court. Non, mais ça va, c'est juste pour qu'on ait le temps encore de parler vite fait des déclarations d'après-match. Et puis, parce que même Lyon, je pense que ça va être compliqué d'en parler pour tenir tout dans le podcast. Yacine, c'est vrai que Mousse le disait,
Hier, je t'avais vu tweeter sur le fait que Mbappé avait cherché à mettre le beau but avec le piqué en deuxième période, alors qu'il peut-être qu'il aurait pu mettre un plat du pied plus simple. Mais voilà, c'est vrai que dans ce problème de finition, c'est un domaine souvent où, quand on débriefe les matchs d'Mbappé, on revient dessus. Et il a marqué ce doublé, mais il a aussi eu des gros manqués. Ouais, et alors je pense qu'il peut même éliminer le gardien, parce que le gardien est très haut dans la surface. Donc il peut faire son crochet tranquillement et marquer dans le but vide. Moi, je pense qu'il y a deux choses. La première, dans le football, c'est de jouer avec ses forces. Je prends souvent l'exemple de Matuidi, mais fais ce que tu sais faire. C'est pas la peine de montrer que tu sais faire ce qu'un autre fait. On s'en fout, en fait. Toi, tu es Mbappé, lui, c'est Neymar, l'autre, c'est Verratti. Chacun fait ce qu'il sait faire. Déjà, ça, ce serait une grande force. Quand je répète syndrome du beau but, c'est que le ballon piqué, en fait, Mbappé, il est dans... Je pense que c'est un problème aujourd'hui, mais c'est aussi la médiatisation du foot. En fait, il ne veut pas être réduit au joueur qui va vite, entre guillemets, au pouce-ballon. Donc, et vous regarderez dans ses prises de balles, il y a toujours un ou deux passements de jambes, il y a toujours un crochet derrière l'âge pour montrer, moi aussi, je suis technique. En fait, on s'en fout. Moi, c'est ça que je veux expliquer aux joueurs, c'est on s'en fout. Déjà, on voit bien qu'il n'est pas maladroit avec le ballon. Voilà, c'est même pas Cavani. C'est au-dessus de Cavani, techniquement. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, joue avec tes qualités. Si tes qualités aujourd'hui, à 21 ans, c'est élimination, percussion, joue avec ça. Et quand tu auras 23, 24, 25 ans, 28 ans, et que tu auras peut-être moins de jambes, et que tu auras grandi, que tu auras pris en maturité, que tu auras analysé le jeu, et ben, tu joueras avec d'autres qualités. Aujourd'hui, si tu peux faire la différence. Aujourd'hui, si tu gagnes la Ligue des Champions avec 3 buts d'Mbappé, qui prend le ballon, qui pousse, qui court et qui marque. Mais qui va lui dire ah, c'est pourri, tu as gagné la Ligue des Champions, mais toi, tu as un pouce-ballon. Mais c'est pas grave, ça, on s'en fout que tu sois un pouce-ballon. Fais juste avec tes forces aujourd'hui. Voilà. Moi, c'est ça que je reproche. Et hier, le ballon piqué, pour moi, c'est de dire je suis capable de faire ça. Non, prends le ballon, fixe, élimine, marque, ça fait 6-1, tu as mis 3 buts et tout le monde est content. Voilà. Et c'est pour ça que, juste pour finir, sur Twitter, on me reprend souvent quand je parle de Haaland. Et je ne compare pas Haaland et Mbappé. Je compare l'état d'esprit d'Haaland. Haaland, quand il va pour marquer, quand il est devant le but, il va pour marquer. Vous voyez, des fois, il met des grosses frappes, on se dit presque, limite, c'est un bourrin, quoi. Le mec, il arrive, il est là pour arroser. Mais c'est pas grave. En fait, Yacine, il faut envoyer des skills à Mbappé de Pippo Inzaghi. Voilà. pour lui montrer que, tu vois, c'est Pippo Inzaghi, tout le monde s'en rappelle pour les plus vieux. Filippo Inzaghi, qui mettait des buts dégueulasses, mais qui finissait toujours entre 25 et 30 buts à la fin de saison. Ouais. Il marquait de la hanche, de la tête, il se jetait, mais ça faisait but. Ouais. Nico, sur Mbappé, je viens apporter une stat qui est dans le débat. Avec ses 2 buts, à 21 ans et 11 mois, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur à atteindre les 20 buts en Ligue des Champions, devançant de 9 mois l'ancien recordman, qui est Lionel Messi, avec 22 ans et 8 mois. Donc voilà, une stat en plus pour l'homme de chiffres Kylian Mbappé. Nico. C'est un peu le paradoxe Mbappé, mais parce qu'on est un peu comme avec Neymar, très exigeant avec lui. Alors je suis assez d'accord avec Yacine sur ce syndrome du beau but, mais c'est peut-être tout simplement aussi le syndrome du mauvais choix, parce qu'il n'est pas encore dans l'état d'esprit d'un tueur, comme l'est déjà Haaland, justement. Il y a peut-être ça aussi, tout simplement. Je rappelle que c'est un jeune joueur. C'est pas un avant-centre, hein, n'oublions pas, hein, c'est pas un neuf, et qu'il n'a peut-être pas tout simplement aussi encore acquis cette maturité face au but, cette capacité d'analyser la position du gardien et de savoir quel est le geste juste. C'est vrai que moi aussi, sur le piqué d'hier, je ne comprends pas qu'il n'aille pas le dribbler le gardien, parce qu'il est entré de la surface le gardien et qu'il doit le passer sur un crochet extérieur et c'est terminé, l'affaire est pliée. En plus, il a déjà un jaune, alors... Ouais. Non, mais le premier but le but de Neymar sur penalty, hein, où il dribble le goal, il pousse la balle et il avait dribblé le gardien. Il aurait dû refaire un peu pareil, où il fauche Mbappé. Ouais, c'est ce qu'il doit faire, mais... hors-jeu, enfin, il y a hors-jeu, hein, bien sûr. Il est hors-jeu sur celui-là, ouais. Après, c'est peut-être juste du mauvais choix, et j'essaie de me rassurer un petit peu. Mais en tout cas, sur le match d'hier, là, on est exigeant avec lui, donc on va chercher ce qui n'allait pas, mais hier, il est intéressant parce que il a moins à défendre, donc déjà, ça, c'est une chose qui l'aide forcément, mais il prend la profondeur souvent, et ça, c'est moi ce que j'ai apprécié. Voilà, il a eu un peu moins hier la tendance à toujours réclamer dans les pieds. Donc déjà, ça permet de donner un petit peu d'air dans le jeu parisien. C'est ce qui donne aussi des espaces à Neymar derrière, je pense.
Après, ils combinent toujours très souvent tous les deux, mais c'est aussi normal parce que c'est les deux attaquants hier et puis qu'ils ont une vraie affinité ensemble. Mais non, moi, le match d'hier, il me satisfait. Voilà, le match d'hier, il me satisfait parce que ça le remet un petit peu dans le bon sens et que, bah, comme tous les grands joueurs, de toute façon, il sera jugé sur le prochain match. Hein. Donc, on attend toujours que le match d'après, il confirme. Et donc, ça tombe bien parce que c'est un gros match qui arrive. Donc, encore une fois, je reviens à Lyon. Et je veux parler de Lyon, vous voyez, ce soir. Donc... Je vois ça, Nico. Souvent, là, 10 tu reviens sur le match de Lyon. Donc, Juste 10 secondes, Hugo, pour Mbappé, parce que moi je suis d'accord avec ça sur la prise de profondeur et je pense que c'est encore une fois le système aussi. C'est-à-dire que déjà ils sont que deux devant et il est obligé en fait à un moment de le faire parce qu'il n'y a pas Keane ou Cavani par exemple qui l'aurait fait à sa place. Et la deuxième chose, c'est que ce milieu de terrain-là, vu qu'il maîtrise déjà le ballon, et ben là aussi, tu peux pas dire je vais venir au milieu de vous pour demander le ballon dans les pieds parce que déjà enfin voilà. Donc en fait, c'est tout ce système-là qui a mis Mbappé et Neymar dans les meilleures conditions hier. C'est pour ça qu'il faut voir encore une fois dans une équipe qui va te poser des problèmes parce que peut-être que tu n'auras pas la même liberté ni de mouvement ni de maîtrise. Quoi. Bah, écoutez, et je termine juste. En plus, je pense que Mbappé, c'est pas le genre de joueur à faire 30 appels dans le match et être servi une fois. C'est le gars, au bout de 3-4 appels, s'il n'est pas servi, tu sens que ça commence à le chauffer et qu'il ne va plus en faire. Là, au moins, quand il faisait des appels entre Rafinha, Verratti et même Paredes, au moins, il est servi. L'ouverture de Marquinhos, le contrôle. Ouais. Bah, d'ailleurs, élément de réponse, parce que lundi, il y aura le tirage au sort des huitièmes de finale à partir de 12h. Le PSG est évidemment le dernier représentant français puisque Rennes et Marseille ont terminé dernier de leur phase de poule. Donc le Paris Saint-Germain est là pour présenter les clubs français en Ligue des Champions. Et Lille, évidemment, pour la Ligue Europa. Terminons avec déclaration d'après-match. Donc évidemment, était très positive, avec notamment l'ami Neymar qui a parlé du match, mais aussi de sa future prolongation, parce que c'est un peu dans toutes les discussions au sein de l'état-major parisien, puisque Neymar et Mbappé vont arriver bientôt à la fin de leur contrat. Neymar a réagi au micro d'RMC Sport sur sa situation actuelle au Paris Saint-Germain. Je cite Neymar: « Je suis très heureux ici à Paris. Je suis très content au club avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. Nous avons une très bonne relation. Je suis très heureux et à voir ce qu'il passera à l'avenir. » Propos corroborés et alimentés et confirmé par Nasser Al-Khelaifi qui s'est arrêté, lui, juste après, au micro d'RMC Sport également, pour évoquer les dossiers de prolongation de ses stars, Neymar et Kylian Mbappé. Je cite le président parisien: « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian. Les discussions resteront confidentielles, mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous », a assuré le président du club de la capitale. L'optimisme, est-ce qu'il est de rigueur, du coup, Mousse, avec ces déclarations d'après-match de Neymar et de l'ami Nasser? Après, c'est deux cas différents. C'est vraiment deux cas différents. Comme il parle des deux, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais. Bien sûr, mais je vais te répondre, mon cher Hugo, je vais te répondre. Pour Neymar, moi, j'ai pas de doute. Pour moi, Neymar va prolonger pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent l'accueillir et je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent l'accueillir. La deuxième chose, c'est la crise économique qui est liée au Covid et qui remet en question, on va dire, peut-être les 2-3 prochains mercatos. Et là, je parle pour tous les clubs, ce n'est pas uniquement pour le Paris Saint-Germain. Donc, quand tu es Neymar, tu te poses la question. Tu te dis, attends, j'ai un bon salaire, je joue dans un club qui gagne des titres, qui est qualifié tous les ans en Ligue des Champions. On ne va pas se le cacher. Neymar au PSG, ce n'est pas pour la Ligue 1. Je pense qu'il s'en cogne de la Ligue 1. Tu vois. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une équipe compétitive pour marquer les esprits en Europe. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je pense qu'il va rester, qu'il va prolonger et qu'il va bien prolonger. Je ne sais pas si le PSG va lui accorder une augmentation de salaire. Encore une fois, tout ça est encore lié à la crise. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, on peut juste lui prolonger son contrat et garder le même salaire. Pour Mbappé, c'est complètement différent parce que Mbappé, moi, je reste persuadé qu'il veut partir du PSG, quoi qu'il arrive. Il veut aller voir ailleurs. Le problème, c'est que là aussi, le problème se pose aussi pour lui. C'est qu'il a un très, très bon salaire au PSG et qu'avec la crise du Covid, même le Real Madrid, par exemple, pas sûr qu'il puisse non seulement payer le transfert, mais aussi augmenter son salaire, c'est-à-dire l'aligner à peu près à ce que touche Neymar aujourd'hui. Donc on doit être pas loin des 40 millions bruts et Neymar, Mbappé, il doit être un peu plus de la moitié aux alentours des 20. C'est déjà énorme, tu vois. Donc, moi, je peux comprendre que Mbappé commence à réfléchir, peut-être fasse marche arrière, parce que c'est le contexte économique qui fait ça. Mais je pense qu'au fond de lui, quand même, je ne pense pas que ce soit un joueur qui va faire toute sa carrière au PSG. Qu'il prolonge, c'est une possibilité parce que peut-être qu'il n'y a pas de club capable de lui offrir ce qu'il veut et surtout de payer le transfert. Mais je reste persuadé qu'à terme, Mbappé a un plan de carrière qui fait qu'il sera obligé de partir du PSG.
Nico, de toute façon, le seul club, on va dire, le club qui était intéressé pour reprendre Neymar, c'est le FC Barcelone, mais qui n'a pas du tout les garanties financières pour payer ce genre de transfert. Quand on voit qu'ils demandent une baisse des salaires au sein de l'effectif pro. Pour Kylian Mbappé, on a plusieurs rumeurs aussi qui viennent dire que le Real serait plutôt intéressé pour acheter dans un premier temps Erling Haaland, dont parlait Yacine tout à l'heure, pour au poste de numéro 9, pour venir un peu remplacer la suite de Karim Benzema. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de chances de voir évidemment Neymar rester et Mbappé partir, mais évidemment peut-être de décaler son départ à 1 voire 2 années? Mousse a bien résumé. Neymar, de toute façon, il n'y a aucun club aujourd'hui qui peut l'accueillir. À part City. Oui, mais City, le Bayern, c'est des clubs qui ont la surface financière, mais qui ne sont pas intéressés par le profil Neymar. En plus, lui, je ne le vois pas aller s'installer à Liverpool, très franchement. Dans le pas des clubs comme ça qui pourraient le payer, hein, mais qu'est-ce qu'il va aller faire dans un club comme ça? Et puis même le club ne recherche pas le profil de Neymar. Donc pour moi, Neymar à Paris, ça va durer encore quelques années. Mbappé, je suis tout à fait d'accord avec Mousse, il a un plan de carrière. On sait qu'il ne fera pas toute sa carrière à Paris. Maintenant, est-ce qu'il va partir avant la fin de ce contrat? Moi, je ne pense pas. Parce qu'il n'y a pas d'argent aujourd'hui dans le foot mondial et que Mbappé aujourd'hui, c'est quoi son prix? Et c'est 200, c'est 250 millions d'euros. Quel club aujourd'hui est capable de mettre ça sur un joueur? Il n'y en a aucun. Le Barça, ils ne sont même pas capables de payer leurs prestataires, donc est-ce qu'ils vont acheter Mbappé? Le Real, on nous dit le Real, il n'a pas fait de mercato depuis plusieurs années, ils ont de l'argent, mais regardez un peu la liste des joueurs achetés depuis quelques saisons au Real et puis faites l'addition et vous allez voir qu'en fait, le Real paye aussi, comme les autres, beaucoup d'argent tous les ans. Et aujourd'hui, personne ne peut s'aligner sur ce genre de tarif. Donc, ce qui va être important, c'est même pas de savoir ce que Mbappé va rester cet été, parce que moi, je suis persuadé que oui. Mais par contre, ce qui va être important, c'est de le prolonger, parce que tu peux pas te permettre d'avoir un joueur comme ça qui arrive libre dans un an. Ça, c'est pas possible. Donc, moi, Mbappé et Neymar, ils seront là l'an prochain. Je ne serai pas comme certains qui vont affirmer qu'il y aura aussi Messi, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, ces deux-là, je suis persuadé qu'ils vont rester encore au moins un an. Et l'enjeu du PSG, c'est de les prolonger pour sécuriser un départ éventuel. Mbappé, il partira assez vite, je pense, hein, de toute façon, mais pas cet été, j'y crois pas. Yacine, ton avis dessus, pour faire un petit aparté, c'est sûr que quand tu dépasses plus de 130 millions d'euros pour Eden Hazard et qu'il est blessé les 3 quarts du temps, ça fait lourd dans les finances madrilènes. Yacine... Juste 30 secondes, Hugo. Peut-être la solution qui serait peut-être envisageable, c'est d'inclure Benzema dans le deal avec... Non, mais c'est vrai, parce que Benzema et le PSG, il y a souvent eu des choses, vraiment, on l'a confirmé. Ça peut être une solution, c'est-à-dire que voilà, ça ferait baisser le prix d'Mbappé et tu récupères un joueur quand même qui est extraordinaire, malgré son âge. Moi, Benzema, je dis pas non. Il a toujours dit qu'il reviendrait, s'il revenait, ce serait pour revenir à Lyon et pas au Paris. Enfin, ce serait pas pour aller au PSG. La parole d'un footballeur, tu sais ce que ça vaut. Benzema, quand même, il a fait 2 clubs dans sa vie. Il a fait Lyon et le Real Madrid. C'est quand même un joueur plutôt fidèle. Sauf que Lyon ne pourra pas donner ce que propose. En cas de, tu vois, si ce deal existerait, je vois mal Lyon s'aligner sur le PSG. Enfin, ça reste que de la science-fiction, attention. Oui. Yacine. Pour l'histoire d'Mbappé au Real, déjà, ça va être clair. On annonce 300 millions d'euros de pertes pour le Real cette année avec le manque de public et tout. Donc l'histoire, elle est réglée. Il n'y aura pas d'achat cet été. Et la rumeur, c'est déjà que le Real aurait déjà prévenu l'entourage de tout le monde en disant de toute façon, ce ne sera pas cet été, ce sera à l'été 2022. Donc voilà. Effectivement, Paris ne peut pas le laisser libre. Enfin, en tout cas, pas avec seulement un an de contrat. Et je rajouterai à la crise sanitaire qui va faire perdre de l'argent à beaucoup d'équipes. Et même si ça ne concernera pas directement un Mbappé ou un Neymar, le Brexit, parce qu'il y a des nouvelles règles qui vont être mises en place en Angleterre et les transferts vont être très compliqués. Les Anglais ne vont plus arroser l'Europe d'oseille comme ils l'ont fait pendant des années. Donc, il va y avoir une régulation un peu du marché, entre guillemets. Hein. Il y aura toujours des joueurs qui vont coûter très cher, mais ça va être moins nombreux. Donc aujourd'hui, Paris a ces 2 joueurs-là. Eux, ils ont pu à les acheter, ils ont juste à leur donner un très bon salaire. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, je veux dire, ils sont en position de force malgré tout. Et les joueurs ont bien compris, avec tout ce qui se passe, parce que tu as parlé du Barça. Alors, il y a les prestataires, mais le Barça est capable de payer ses joueurs, c'est-à-dire qu'ils vont reporter les salaires dans 3 ans. Ils savent plus. Enfin, bref, il y a trop de clubs en difficulté. Donc, les joueurs le savent. Aujourd'hui, tu as quand même la sécurité d'être dans un grand club qui a des moyens financiers, qui va t'offrir un salaire que tu n'auras pas ailleurs, que tu connais, qui joue la Ligue des Champions et qui est. Faut rappeler quand même que depuis 2013, donc 2012-2013, la première participation, Paris est toujours sorti des poules. Donc tu peux pas faire. Pour être tranquille, tu peux pas faire mieux aujourd'hui.
Voilà, par le Bayern. Mais le Bayern, ils ont aussi dit que de toute façon, ils ne seraient pas du tout dans la politique de star. Et même eux, ils sont en train de revoir leur politique de recrutement. Donc, je pense que pour moi, l'histoire, elle est réglée. Le seul truc, c'est de trouver cet accord sur le salaire, en fait. Ouais. On comprend bien. Après, les départs conjugués d'Antero Henrique et Luis Ferrer, qui étaient très proches du clan Mbappé, je ne dis pas que c'est un paramètre qui peut jouer, mais ça peut aussi, parce que Mbappé a été très affecté par le départ d'Henrique. Je suis sûr aussi qu'il est affecté par le départ de Luis Ferrer. Je rappelle qu'il est Luis Ferrer, il faisait partie de la cellule de recrutement, et à l'arrivée d'Antero Henrique, il est devenu l'adjoint d'Henrique pour tout ce qui est mercato. Donc, il avait participé notamment au recrutement d'Mbappé et Neymar, mais aussi il a été très important, Luis Ferrer, pour les ventes au club. Et l'année où part Henrique, je crois qu'ils font 100 millions de ventes, il est très très impliqué aussi là-dedans. Mais c'est aussi un fait, il était très proche du papa d'Mbappé, du joueur. Est-ce que ça peut freiner aussi une prolongation pour Mbappé? Je ne sais pas, mais en tout cas, le contexte économique fait que je pense qu'il n'aura pas le choix. Et je pense aussi que ce n'est pas un mauvais garçon, Mbappé. Je ne pense pas qu'il parte du club sans faire gagner de l'argent au Paris Saint-Germain. Il avait déjà, quand il avait signé, quand il était parti de Monaco, il avait voulu que le PSG s'aligne sur la proposition de Real Madrid pour qu'il n'y ait pas de manque à gagner pour Monaco. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas un ingrat et que je pense qu'il y aura un compromis. C'est-à-dire qu'il acceptera de prolonger si, lorsqu'il y aura une offre concrète, on le laisse partir. Ouais. Je pense que le deal, il va se faire comme ça, en fait. Bon, en tout cas, on comprend bien que le PSG est en position de force, en tout cas sur les deux dossiers, au vu de la situation et du contexte financier et économique de la plupart des clubs européens qui pourraient se permettre de faire ce genre de transfert. On touche à la fin de notre podcast, parce qu'on est déjà à il me semble qu'on est à plus d'une heure, une heure et demie, on doit faire 1h20. 1h20 de podcast. Je pense que c'est assez pour on a parlé de tous les sujets. Alors, je sais que Nico, tu voulais dire un mot sur Lyon, et qu'est-ce que tu voudrais dire? On peut dire une minute chacun, il n'y a pas de... Oui, une petite minute. Oui. 30 secondes. Je t'appelle après, quand même. Je vais partir dans 7 minutes. Je négocie, 30 secondes. Ouais, je dois partir dans 7 minutes. Vas-y. Non, bon, on l'a dit plus ou moins. Il y aurait plus à dire qu'une minute. Donc, juste, c'est un gros match. Voilà. Et que je pense que c'est le moment pour le PSG de taper un bon coup de poing sur la table pour rappeler un petit peu que le championnat, c'est aussi son domaine. Il y a quelques équipes qui commencent à parler de est-ce qu'on peut aller titiller le PSG cette année? Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est vraiment l'occasion, un dimanche soir, contre un gros concurrent, de montrer la différence de niveau entre le PSG et ses concurrents directs, qui d'ailleurs, pour moi, ne le sont pas directs, justement, et surtout de garder cette dynamique. Donc, moi, j'attends beaucoup de ce match, franchement. Bon, après, en plus, l'avantage, c'est que Lyon revient bien, on va dire, là, commence à réenchaîner un cycle de victoires. Donc, ça arrive plutôt au bon moment pour avoir un bel affrontement dimanche. Yacine, un petit mot sur le match. Ouais, bon, déjà, de toute façon, il faut gagner. Mais j'ai surtout pas envie d'entendre Jean-Michel Aulas nous expliquer qu'il a battu un 8e de finale de Ligue des Champions et que donc il aurait dû être en Coupe d'Europe et que donc c'est un scandale. Donc, pour le faire taire, voilà, vous savez ce qu'il y a à faire. Mousse, le mot de la fin pour toi. Ouais, non, moi, la seule question que je me pose, c'est est-ce que Thomas Tuchel va s'appuyer sur l'équipe qui a joué mercredi et donc enchaîner, parce qu'après Lyon, il restera, il me semble, qu'un seul match avant la trêve, ou bien est-ce qu'il va faire tourner contre Lyon certains éléments, pas tous, je pense pas, quelqu'un comme Neymar ou Mbappé, je pense qu'ils joueront, mais voilà, est-ce qu'il va continuer sur ce système-là qui fonctionne bien avec un milieu qui est joueur, ou bien est-ce qu'il va décider de faire tourner et nous ressortir un autre schéma? Voilà, moi je suis pour la première option, j'espère qu'il reconduira la même équipe. Il y a 4 jours de récup, donc il y a moyen de voir voilà, si le système qu'il a mis en place est le bon selon lui, et c'est peut-être ce système qu'il utilisera en deuxième partie de saison, ben, il faut les revoir contre Lyon, qui est quand même une belle équipe de Ligue 1, donc il ne faut pas se priver. Il ne faut pas avoir peur de Lyon, quoi. Rendez-vous au parc, dimanche soir, 21h. Et puis on débriefera évidemment la rencontre lundi matin dans le podcast Hors Capital. Oui, sur quelle chaîne? Comment? Sur quelle chaîne? Parce que du coup, on ne sait plus trop là. C'est sur Téléfoot pour le coup. Ah oui. Parce qu'il y avait plusieurs infos qui sont sorties comme quoi il pourrait y avoir une fermeture de la chaîne très prochainement. Mais ouais, elle fermera lundi. Alors, on espère faire leur dernier match gratuit.
On espère. En tout cas, vraiment, j'ai quelques amis qui y travaillent. Si vraiment c'est le cas, vraiment, je leur souhaite bon courage. Ça risque d'être très, très dur pour eux. J'allais dire. Donc, on peut critiquer la chaîne, son fonctionnement, etc. Mais les journalistes qui travaillent, ils ne sont pas responsables de ça. Exactement. Donc voilà, Pas responsable. une petite pensée à Saber Desfarges, mon petit poteau. J'espère que ça va bien se finir. Voilà. Parce que évidemment que les journalistes ne sont pas responsables des actes des têtes pensantes au-dessus qui ont fait n'importe quoi avec cette chaîne. Et on leur souhaite évidemment que la chaîne continue et qu'ils continuent à avoir du travail. Je voulais vous remercier d'avoir été avec moi, Yacine, Mousse et Nico, d'être revenus sur évidemment les événements de mardi, puis la victoire, le sportif avec la victoire du Paris Saint-Germain hier qui lui assure une première place de sa poule. C'était pas dit au bout de 3 journées de Ligue des Champions. On était en 3e position. Et le Paris Saint-Germain qui arrive à terminer premier de sa poule, avec la défaite de Manchester et donc Leipzig qui sera le 2e qualifié de cette poule pour la suite de la Ligue des Champions. Merci à vous et puis on se donne rendez-vous lundi après la rencontre de Lyon, de Paris Saint-Germain contre Lyon. Salut à tous. Et le tirage au sort. Salut. Le tirage au sort évidemment, il y aura le tirage au sort à midi donc on débriefera l'adversaire que rencontrera le Paris Saint-Germain en 8e de finale. Donc un beau programme qui nous attend pour le prochain podcast. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao. Allez.